Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en direct comme tous les jeudis soirs pour le Podcatch. Et un Podcatch cette semaine très spécial puisque on en avait parlé la semaine dernière de CM Punk et ce sera le sujet principal de ce Podcatch. On va analyser tout ce qui s'est passé avec les chroniqueurs le week-end dernier et ce lundi soir à Raw. Évidemment, ça a énormément fait réagir, ça a fait exploser les réseaux sociaux de la WWE et je pense même les réseaux sociaux de manière générale. Merci à Fabiche qui est avec nous encore ce soir, merci d'être présent, merci également à Blanca qui nous dit salut la team Podcatch et les viewers, merci à tous ceux qui sont en train de rejoindre, Marcus également est avec nous ce soir, ça fait plaisir, merci Marcus, bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Eh bien, je vais vous présenter les chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir. Premièrement, il y aura quelqu'un qui est gentiment en train de dîner ce soir, c'est Jacques, salut Jacques. Je pensais que tu allais présenter quelqu'un d'autre avant, tu vois. Mais... Bah non, évidemment que non, tu me connais bien. Bah, salut Axel, salut chroniqueur masqué. Salut à tout le monde dans le chat. Merci Marcus. Donc salut à tous et puis on va parler de l'actualité catch. C'est ça? C'est ça, c'est plutôt bien résumé, effectivement. Très bien, sympa. J'aime bien l'idée. Avec nous également, nous aurons cette semaine Hugo. Salut Hugo, comment ça va? Bah, salut Axel, bon écoute, ça va super, j'espère que tout le monde va bien. Bon appétit Jacques. Et puis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose à montrer. Hein. Eh ben écoutez, les amis, pour tout vous dire, je pensais que Victor était avec nous ce soir. J'ai pas eu de news là, donc sauf un oubli de ma part, je crois pas qu'il m'ait prévenu, donc on va dire pour l'instant au revoir Victor. Là aussi, hein, au revoir Victor pour l'instant, si jamais il revient, on le réaffichera. Et visiblement ce soir, nous serons uniquement 3. C'est pas grave, on aura déjà beaucoup de choses à dire, j'en suis certain. Marcus te dit bon app, Jacques. Voilà, je tenais à passer le message. Marcus, bon appétit, c'est important. Et bah écoutez, on est parti pour le débat de la semaine. C'est parti, on va beaucoup parler des Survivor Series. Jingle. Pour donc ce débat de la semaine, on va commencer avec les résultats des Survivor Series. Alors on va rapidement évoquer ces résultats parce que je sais que le sujet principal que vous voulez aborder c'est évidemment CM Punk. Parlons premièrement de ce Wargames match. Jacques va pouvoir nous en parler, j'en suis persuadé. C'est un match qui a donc été remporté par la team Bianca Belair, Charlotte, Becky Lynch et Shotzi. Et ils ont battu Damage Control. Jacques, je sais que tu vas nous défendre Shotzi à foison, donc je vais te laisser commencer sur ce premier match. Qu'en as-tu pensé? Est-ce qu'il t'a diverti en tant qu'opener? Alors la réponse est oui, clairement. L'opener était vraiment très divertissant. Je trouvais que, voilà, c'est mon avis perso, mais j'ai trouvé le wargame féminin plus intéressant que le wargame masculin. Voilà, il y avait pas mal de spots super intéressants. On voyait que voilà qu'ils ont pris des risques. On pense tous. Je pense sincèrement que à part les retours durant le show, le spot qu'on se rappelle tous, c'est quand même. Bon, il y a un autre spot, voilà, avec Orton, on en parlera plus tard, mais il y en a un autre, et c'est Yoskai qui saute de la cage avec dans une poubelle. C'est un spot voilà, qui fait toujours plaisir à voir, et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir ça. Sans compter aussi le moonsault de Charlotte du haut de la cage. Donc il y a quand même des prises de risque. Et en vrai, on voit que voilà, c'est super. Enfin voilà, on voit qu'il y avait de la violence, il y avait des tables, il y avait des kendo sticks. Il y avait un peu de tout dans ce match-là.
Et moi j'adorais. Et il y avait aussi ce moment-là de hug moment avec Becky et Charlotte, voilà, qui fait plaisir aux fans de revoir les deux, voilà, s'enlacer. Donc je trouve que, voilà, que c'était un très bon opener, très plaisant, et moi j'ai passé un très bon moment devant. Blanca nous dit que le Wargames féminin était supérieur au Wargames masculin. Hugo, qu'en penses-tu? Que tu parles du hug moment, je l'ai pas senti hyper serein entre les deux, hein, quand même, hein. Enfin, ça m'a pas l'air d'être un câlin. Allez, viens, on se rabiboche, hein. Bref. Mais ouais, non, c'était un super opener. Enfin, moi, oh putain, la vache. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oh, la vache. Eh bah allez, on met quoi comme animation là? Citez-moi un catcheur, je regarde si j'ai. Natalia. Bah non mais Jacques, franchement. Jacques, pardon, Hugo. Hugo, franchement, tu crois vraiment que j'ai Nathalie en animation là? Bon, t'aurais pu Mais Chopsy, c'est le match Non, mais- en question. C'est mort. Citez-moi des catcheurs connus. Bah, Jeff Hardy. Non, Dolph j'ai Ziggler, pas. ah non, il est plus là. Un Riddle, j'ai sinon, ouais, j'ai Riddle. Mais est-ce qu'il mérite 50 subs? Non. On va mettre quelqu'un qu'on met pas souvent et qui peut être stylé. Et en plus, on va rendre un petit hommage à Victor qui est pas là. Et grâce à la générosité de Famish, qui passe à 966 subs offerts, il frôle les 1000 subs offerts. Il fait passer le compteur des subs à 213 et je rappelle qu'à 316 subs, il reprend le contrôle de SmackDown dans le mode GM. C'est Famish. Alors, moi, je suis pas d'accord. Bah, moi, ce que je dirais, c'est que. Jacques, tu disais? Donc, je reviens. Donc, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois qu'on pense à Drew McIntyre, Axel, il est persuadé que Victor, c'est un grand fan. Alors qu'il y a deux émissions, il a dit bah non, je l'aime bien, mais sans plus, quoi. Non, mais il était ironique quand il disait ça. Il était ironique en mode bah non, je l'aime pas trop, ça se voit pas. À Cardiff, il était dingue de McIntyre, soyons honnêtes. Non. Il a eu en photo, mais c'est tout. Non, c'est pas vrai. Je sais plus qui croire à force. Bon, on ne saura jamais si Victor est un fan de Drew McIntyre ou pas dans cette émission. Mais quoi qu'il en soit, merci beaucoup Fabiche et encore une fois, n'hésite pas à défoncer SmackDown, à le provoquer. Hein. On sait que Hugo adore ça et je suis persuadé qu'il prendra très bien une deuxième vague de coupures budgétaires dans son roster. Moi, j'aimerais bien poser mon droit de veto quand même, hein, parce que ça va. Hein. Le seul bruit, il est tout le temps pareil. Alors là, ça va pas le faire. Là, je veux pas être content. J'ai l'impression que le sub goal il plaît à Fabiche. Donc pourquoi changer? On change pas une équipe qui gagne. Ouais, t'as raison. Mais je suis pas d'accord. À toi de convaincre Fabiche d'attaquer quelqu'un d'autre. Non, mais on pourrait faire. Moi, ce que je proposais. J'espère que voilà, vous me soutenez dans le chat, mais on va faire un truc. À 316, il défonce le show de quelqu'un, mais il n'a pas le droit de revenir sur un show qu'il a déjà défoncé. Ça peut être pas mal. Bon, c'est pas intéressant. Hein. C'est pas intéressant, hein. Je suis d'accord. Fabiche. Ouais, comme on dit, il faut finir le travail. Hein. Quand le travail a commencé, il faut le finir. Moi, je suis assez d'accord. J'ai posé le rideau, les clés, hein, c'est fini. Hein. Non, tout pendant que ton show est pas à zéro, moi je trouve qu'il y a encore du taf à faire. Ah, ok, alors pas de soucis, les gars. Je vais atteindre le sub goal moi-même. Tiens, comme ça, je vais défoncer vos shows. Est-ce que tu as vu ce que Fabiche vient de dire sur le chat? Ouais, j'ai vu, mais je relève pas. Ouais, je vais quand même le dire. Vivement le mode GM, qu'on le défonce, Gohu, j'ai hâte. Voilà, ça c'est dit. Salut les amis, salut à Contador. Bref, Gohu, sinon, mis à part ton show qui va se faire défoncer d'ici peu, qu'as-tu pensé de ce match? T'avais pas terminé. Ben ouais, non, c'était un bon petit opener, bon match, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'on a eu des spots pas mal, comme tu l'as dit, Jacques. Et après, par contre, moi je suis plutôt surpris de la victoire pour le coup de l'équipe Face. J'ai bien aimé aussi le fait, en fait, je trouve ce qui a apporté ce petit plus au match, c'est le fait qu'ils aient utilisé Dakota Kai en dehors du ring pour qu'elle puisse donner des objets, des choses comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment plutôt sympa. Plutôt sympa, Ouais. donc c'était cool. Et derrière, voilà, je pense qu'on est sur un bon wargame féminin pour Bailey, mais je le sens tellement pas du côté de Damage Control. J'espère que ça va vite. Enfin, j'espère.
j'espère tellement que Bayley, je l'ai dit la semaine dernière, pour moi, Bayley, c'est à l'heure actuelle ma favorite pour le Rumble féminin. J'espère qu'elle va pouvoir justement avoir ce déclic ou qu'il y ait cette petite trahison, on va dire, de la part de Damage Control et que Bayley se retrouve esselée, disons, et qu'elle puisse aller chercher le Royal Rumble malgré le fait que pendant le Smash, elle a quand même morflé, hein, Bayley. Faut pas l'oublier. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, je trouve que le match était correct au niveau des segments. Il y a des segments, voilà, style l'extincteur, etc. C'est des choses qu'on aime bien voir, qu'on voit pas régulièrement. Donc, je trouve que ça fait toujours plaisir. Donc, il y avait de l'originalité. Même si on verra tout à l'heure, il y en avait aussi côté masculin. Mais je pense que le match féminin a été légèrement au-dessus également. Charlotte Becky, ça fait plaisir. Voilà. Shotzi, bon. On doit en parler, je sais pas. Mais en tout cas, bon, elle était là. Merci à elle d'être venue en tout cas. Bianca Belair, non, Bianca Belair, Shotzi. Bon, en vrai, l'équipe était cool, même si, comme je l'avais dit durant les pronos, je trouve que c'est une équipe qui sort un peu de nulle part, qu'on a un peu construit à l'arrache. Voilà, ça a fait le taf et c'était un bon opener, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, deuxième match de la soirée, et ça c'était une première surprise, c'est que l'un des participants a été remplacé. Alors notamment Hugo, hein, tu avais hâte de voir ce match entre Santos Escobar et Carlito, et bah au dernier moment ils ont planifié à SmackDown une attaque pour que Carlito soit remplacé par Dragon Lee. Alors justement, première chose, je sais pas si vous avez des sources qui expliquent ça. Moi je me suis pas trop renseigné sur l'affaire. Vous savez pourquoi ils ont mis en place cet angle au dernier moment pour l'attaque de Carlito? Il y a une raison? Non, sur le chat, si vous l'avez, j'avoue que je me suis pas renseigné. Donc je trouve ça curieux. Trop bizarre. Au final, bon choix ou mauvais choix? Mauvais choix, je pense. Enfin, mauvais choix. Le match, ce que je disais juste avant qu'on arrive en direct, c'est le match que j'ai passé le plus vite de la soirée. Autant voilà, les Wargames, je les ai regardés en entier, même le replay Zoe Star, j'ai pris le temps de le regarder. Autant là, moi j'ai pas du tout kiffé l'esprit du match. Et enfin, je pense que aussi le fait de ne pas avoir ce Carlito Escobar qui m'a hypé tant, je pense que ça m'a fait chier indirectement. Et du coup, bah, je me suis dit, oh, le match, il me hype pas plus que ça. Après, voilà, Dragon Lee, moi je connais, pour être totalement honnête, j'ai pas forcément trop connu son passage NXT. Donc, je pourrais pas être autant hypé que de voir un Carlito Escobar. Donc après, voilà, j'ai été quand même un petit peu déçu de ce changement. Après, la raison du pourquoi, du comment, j'en ai aucune idée. Jacques. Moi j'ai bien aimé le match. À vrai dire, voilà, Carlito, oui, j'espérais quand même le voir en action en match solo, mais le remplacer par Dragon Lee, je trouve ça bien. Du fait en fait que Dragon Lee et Escobar, ça reste quand même des catcheurs, voilà, qui ont lutté au Mexique, qui ont la lucha libre en eux, et je trouve que justement Carlito, il a pas ce côté-là lucha libre. Et c'est vrai que voilà, quand tu vois, voilà, pour moi les catcheurs, voilà, du style voltigeur, qui voilà, du style high flyer, je préfère les voir vraiment affronter d'autres personnes de la même capacité, du même rang entre guillemets. Je trouve vraiment ça vraiment super top, quoi, quand t'as des matchs comme ça, ce qui va super vite avec du high fly et tout. Donc en vrai, Dragon Lee à la place de Carlito, pour moi c'était vraiment une grosse surprise et une bonne surprise justement. Et match assez plaisant. Et ouais, j'ai dit, hein? Hello. Wow. Bah, du coup, maintenant, Hugo, comme Victor n'est pas là, tu les cites? Ah ouais, vas-y. Non, ça va être long. Je sais pas du tout qui mettre. Bon, allez, ça va être d'actu. J'allais te le dire. Merci à Fabiche qui vient d'offrir 100 subs à la communauté, faisant passer le compteur de subs à 313 sur 316. Plus que 3 subs pour que le show de Gohu se fasse exploser la tronche. Et Fabiche qui vient officiellement de passer à 1066 subs offerts. Wow. En vrai, truc. Oula, excusez-moi.
Truc de dingue, en vrai. Plus de 1066 subs Fabiche qui a officiellement dépassé le règne de Roman Reigns, hein, quasiment. Donc félicitations à toi Fabiche. Merci Il va pouvoir être beaucoup. introné au Hall of Fame. Hein. Est-ce que Hugo, tu C'est commences à trembler là? Je te rappelle qu'il reste 3 subs uniquement avant que Fabiche revienne pour détruire ton show. Juste. Je réponds plus. Voilà, mais tu l'as mouché. C'est une si belle progression, quoi. Un début prometteur. Non, pour mais c'est Spider-Man, ça. et- On fait comment pour offrir des subs là sur téléphone? Parce que moi je vais offrir les 3 derniers de subs, hein. Comme ça je vais. C'est Ouais. moi qui vais décider de votre show. Hein. Moi je trouve pas ça très juste, tu vois, parce que même si c'est toi qui offres les 3 derniers, c'est quand même Fabiche qui a offert les 313 premiers, tu vois. Ouais, il y a une question de justice, ça, quand Il y a même. une petite question de justice, hein. Bon, non, mais en vrai, ça va, Goyu, parce que pour l'instant, t'es pas encore dans le rouge. Il reste 3 subs, en vrai. Ça m'étonnerait qu'on les atteigne ce soir, tu vois. Oui, C'est dans le 11. connaissant Fabiche, c'est pas possible ça. À 3 subs. Impossible. Ok. Pour revenir sur le match, en attendant, c'est vrai que moi je trouve ça très curieux d'avoir amené Dragon Lee. Alors j'ai rien contre lui et je trouve ça très cool. Après, j'avoue que personnellement j'avais une petite frustration de me dire que Carlito, tout ça avait été planifié pour qu'au final le match n'ait pas lieu. Bon, après ça permet d'intensifier la rivalité et bon, il va très certainement revenir pour finalement l'affronter. Mais j'avoue que j'ai pas trop compris cet angle et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une explication ce soir. Après voilà, quoi qu'il en soit, c'était cool, mais un peu d'incompréhension quand même. Ensuite, parlons division féminine avec le titre féminin. Bon, je pense qu'on peut le dire, c'était l'un... C'est Là, je pense que c'est officiel. Je pense que c'est officiel. Ça m'a couru quand même, tu le vis bien. Qu'est-ce que j'ai comme animation du Sum? Ah bah ça, T'as pas une musique de SmackDown? Ah, bien. bien. Ça va, Gohu? Écoute. Là, je crois que c'est officiel. Officiellement, les amis, je vous annonce que Fabiche viendra prochainement. On va prendre rendez-vous, Fabiche, hein, comme convenu. Viendra prochainement défoncer en live une deuxième fois le show du chroniqueur de son choix. Il semblerait qu'il ait fait son choix, mais on verra, il y a encore du suspense jusqu'au jour J. Mais il reviendra pour la deuxième fois consécutive diriger un show avec nous en direct, puisque les 316 subs ont de nouveau été atteints ce mois-ci. Merci encore Fabiche pour ta fidélité et ton soutien. Et merci à tous les amis, à tous ceux qui ont sub la chaîne. Je voulais présenter le match féminin. Rhea Ripley qui bat Zoe Stark. Je disais donc que c'était un match qui, sur le papier, était pas des plus prévisibles. Non, parce que je vous explique. Jacques, depuis tout à l'heure, il est en galère depuis au moins 10 minutes pour enlever son pull. Il attendait de ne plus être à la cam pour le faire. Voilà. Quand je le voyais galérer, je pouvais pas m'empêcher que de faire un gros. C'est trop chaud. Et le t-shirt, on en parle ou pas? Le t-shirt, il est incroyable. Merci. Ah, dans l'actualité, hein. Ouais, carrément. Tu sais que je savais même pas qu'il était édité en noir. Ah ouais? Ah non, je trouve trop beau en noir. Ouais, il je est beau en préfère noir. ça tu vois, que le bleu noir, là. Quand il dit du bleu avec du noir, ça colle pas. Mais là, c'est du blanc, rouge, noir. Ouais, non, C'est il est cool. sympa. Merci. Il est J'ai un sympa. blanc, si tu veux. J'enverrai le blanc. Non, mais t'inquiète, hein, c'était juste une remarque sur ton t-shirt de ce soir. Il est très sympa, j'avoue que. Parce que j'ai le blanc, moi, personnellement. Et en noir, c'est vrai que je le trouve plus stylé. Merci. Avec plaisir. t'en Je prie. disais donc que le match entre Rhea Ripley et Zoe Stark était sans doute le plus prévisible de la soirée. Hein. Je pense qu'on était très peu nombreux à s'attendre à une nouvelle championne en la personne de Zoe Stark. Mais Marcus souligne encore une fois quelque chose d'assez important. C'est vrai que le look de Rhea Ripley était encore incroyable au Survivor Series. Je pense qu'on va tous valider. Mais à chaque show. Hein. Ouais, à chaque show. pay-per-view, Ouais, et puis elle a un charisme, en vrai, elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est pour moi la figure de la division féminine en ce moment. C'est incroyable. On est à l'opposé du championnat du monde du côté de SmackDown. Hein. C'est deux salles, Ouais. deux ambiances. Hein.
Jacques, Hugo, on va commencer par Jacques. Ah bah Hugo, vas-y, Hugo qui veut réagir à ça déjà. Ben, enfin, oui, certes, c'est on va dire la tête d'affiche de la division féminine, Rhea Ripley, pas de souci, par rapport justement à tout ce qu'elle fait dans le Jugement Day, etc. Si intrinsèquement, entre guillemets, tu prends seulement son titre actuel, vous enlevez de votre tête la partie Jugement Day, d'accord? Vous l'enlevez, d'accord? Et tu parles que de son règne actuel. Mais son règne actuel, il fait pas, enfin, au niveau rivalité, je parle hors Jugement Day, j'insiste là-dessus. Oui, ça c'est vrai. Enfin, il fait pas rêver, quoi, il marque pas. Il marque pas. On lui met pas d'adversaire à sa hauteur, entre guillemets. Enfin, je dis pas que The Stark elle est pas à la hauteur, c'est une question de booking. Mais enfin, Mais elle est moi j'ai crédible. pas un match oui, elle est crédible, bien sûr, mais j'ai pas un match référence de Rhea Ripley en tête où je me dis waouh, quel match elle nous a sorti et quelle rivalité elle nous a sorti pour le titre. Avec le Jugement Day, je dis pas, c'est génial, j'adore. Et non, Fabi, je suis pas prêt. Et j'adore. Mais sinon, vraiment, la partie titre, championnat, ouais, je sais pas, je trouve pas ça marquant. Mais après, c'est clair que comparé à SmackDown, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Enfin, c'est bien, enfin, c'est bien mieux quand on n'est pas. Après, c'est le même un peu le délire, hein. C'est-à-dire qu'il y a Damage Control et puis la partie championnat, on s'en occupe pas forcément. Mm. Ah, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est quand même dommage. J'ai l'impression qu'ils essayent de protéger Rhea Ripley et d'attendre en fait un gros show pour vraiment la mettre face à un adversaire voilà, qui fasse rêver. Et je trouve ça dommage. C'est vrai que vraiment sur son règne, je trouve qu'il est vraiment nul et bien triste. Je trouve quand même c'est malheureux. Voilà, t'as fait une réalité avec Charlie Flash, qui est un maniaque qui était vraiment magnifique. Et derrière, c'est vraiment sur toute l'année, Parce que là, on va quand même arriver au Rumble, donc quasiment à Mania. Et là, il n'y a vraiment pas eu une histoire intéressante avec la replay. On lui a mis quand même Zelina Vega. Et voilà, on sait très bien que à côté, c'est pas non plus un dream match. Zoe Stark. Il y a eu qui d'autre, voilà, les 5 à l'arrière, le 5-way, le match à Crown Jewel qui, franchement, je pense que c'était le match le plus intéressant qu'on a eu depuis Mania. C'est quand même bien triste, je trouve quand même bien triste son règne. Et je trouve ça dommage aussi, c'est qu'ils mettent tous les top stars entre guillemets de la division féminine du côté de SmackDown. Autour du yo, t'as Bianca, t'as Charlotte, t'as Bayley, t'as Asuka, Kairi Sane maintenant et t'as Shotzi. Donc t'as quand même Becky qui est pour moi elle est encore à Raw. Elle a encore un Si rôle, mais bon, tu vois, même là, ils l'ont envoyé à SmackDown pour les Survivor Series, quoi. Donc je trouve ça dommage, tu vois, qu'ils mettent tout ce beau monde en fait vers le titre de SmackDown, alors que à Raw, t'as Rhea qui galère à avoir quand même des adversaires quand même de taille, et en plus de ça, j'ai l'impression qu'ils savent pas non plus sur quel pied danser, et ils veulent vraiment mettre Rhea face à des adversaires qui ont pas forcément la cote au niveau des fans. Comme ça suppose qu'ils veulent vraiment garder une Rhea qui sera toujours ovationnée par le public. Et tu sens, voilà, on l'a mis contre Zoe Stark qui est pas non plus la favorite de la foule. Tu sens le programme qui va arriver avec Nia Jax, avec Rhea. Enfin, je sais pas jusqu'à où ils veulent en venir. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment garder une Rhea qui est twinner, qui est aussi face que heel. Et voilà, face à des rivalités qui sont pas intéressantes jusqu'à la route du Rumble où tu peux peut-être l'avoir face à je sais pas qui, peut-être une Jade Cargill ou je sais pas, une Nia Jax. Non. Après, là, par rapport à ce que tu disais, c'est que enfin, là, je suis complètement d'accord avec toi là, sur ce qui se dit sur Rhea Ripley. Après, là où ça pourrait coller avec ce que je disais avant de Bayley, c'est la partie où Bayley remporte le Rumble. Enfin, personnellement, un Bayley Rhea Ripley à WrestleMania, mais enfin, moi perso, ça me plaît, ça me plutôt bien. Après, je pense que pour le coup, au vu de ce qui se trame avec Damage Control, je pense que. Et non, je suis pas prêt pour ma pilule, comme tu dis. Au vu de ce qui se trame auprès de Damage Control, je pense que si Bayley vient à gagner et qu'Io Sky est toujours championne, je pense qu'on aura le Bayley Io Sky. Bon, pour moi, part, ça me fait moins rêver. Mais Ouais, je pense que ça sera là-dessus, malheureusement. Mais après, ouais, c'est clair que Rhea Ripley, à l'heure actuelle, comme tu le disais, à Raw, mais tu le mets qui? Tu le mets qui? J'ai beau adorer Natalia, etc. Les matchs avec Natalia, ma parole, ça a été ennuyant. Ça a été ennuyant. Et malheureusement, c'est ça, c'est qu'il manque, je trouve, cette top star, entre guillemets, dans la division féminine d'Euro et même dans la division féminine globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme on pourrait dire au foot, il n'y a pas de profondeur de banc, on va dire. Il n'y a pas de remplaçant, on va dire. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas de profondeur dans ce booster.
C'est-à-dire que vous avez les 5-6 mêmes top stars, et ça tourne toujours autour du même public. Donc après, voilà, même si tu vas chercher du côté d'NXT, je sais pas. Enfin, ça me semble compliqué et ouais, j'ai envie de voir de nouvelles têtes. Parce que là, j'ai vu qu'il était planifié pour le Rumble, c'était un Shayna Baszler contre Rhea Ripley. Là, c'est pareil. Enfin, c'est un truc. Enfin, merde. Enfin, tu vois, voilà. Tu sais, c'est le même délire que ce qui s'est déjà passé. Tu vois, moi, je pensais plutôt à un match justement Nia Jax contre Rhea, tu vois. À la rigueur, ça m'aurait peut-être plus branché qu'une Shayna. Mais en vrai, si c'est pour affronter une Becky, pourquoi pas. Mais le programme, en tout cas, il est pas du tout alléchant, quoi. C'est dommage, quoi. Quand t'as une star comme ça, comme Rhea Ripley, ou même comme Roman Reigns, hein, en ce moment, je trouve que ils ont des grosses stars, ils ont des beaux champions. Mais derrière, niveau créatif, c'est vraiment pourri, quoi. Ils savent pas quoi en faire. Ils les préservent. Avec Reigns, c'est qu'ils peuvent le préserver dans le sens où le mec, ça fait 1000 jours qu'il est champion, ils savent qu'ils peuvent s'en passer. Pour le coup, tu as une profondeur de roster chez les hommes. Là, tu as un retour d'Orton, tu as le retour de Punk, ça va occuper la discussion, ça va être le fil rouge comme dit Axel, des choses sur les prochaines semaines. Donc, Orton. Donc, Reigns, il attend de revenir, de faire sa route vers WrestleMania, je pense que ça, c'est pas le problème. Mais du côté féminin, le problème, il est réellement là, en fait. Il est réellement là. Donc après, bon, tu vois CM Punk revenir, tu ramènes une petite Edge, allez hop, tu reprends Edge Rhea Ripley. Je pense Tu qu'on vas va faire en ça me bouffer. chauffe On va en fort. bouffer de la rumeur Edge dans les prochains mois. Je Ah pense. mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, Mais tu lances une Jelly Rhea Ripley, en vrai, même pour le Rumble, en vrai, ça serait tellement stylé. ouais, mais Ou même pour Elimination Chamber. Elimination Chamber Ah bah et oui, non Jelly mais contre Rhea Ripley. En vrai, ça vend. tu fais revenir Edge pour Mania, laisse tomber. bah, après, Dinguerie, dinguerie. Seb sur le chat, il dit 19 femmes à Raw, c'est pas la profondeur le problème. Bah, certes, tu as 19 femmes, et moi, quand je parle de profondeur, c'est la qualité, entre guillemets. Certes, c'est toutes des femmes talentueuses, mais pour se mettre face à Rhea Ripley, bah, je vais pas voir une Piper Niven, je vais pas voir, comment elle s'appelle, Chelsea Green, je vais pas voir Natalia, je vais pas voir toutes ces superstars-là qui, mine de rien, regroupent peut-être 15 ou 16 personnes dans le roster. Ben voilà, en fait, il n'y a pas forcément trop de crédibilité face à Rhea Ripley, malheureusement. Ça manque de construction. Malheureusement, si t'es Oui, c'est pas ça. championne aujourd'hui, bah t'as pas de temps d'antenne, on ne te construit pas. Et bah malheureusement, Ouais. t'as aucune crédibilité quand t'arrives face à une Rhea Ripley, quoi. Il est là le gros problème en fait. Ils ont commencé à le faire avec Zoé Stark quand ils l'ont mise aux côtés de Trish Stratus, on croyait vraiment au projet. Finalement, je suis désolé, c'est plus Trish Stratus qui est ressortie gagnante de cette rivalité avec Becky Lynch que Zoé Stark. Zoé Stark, elle était au second plan. Et au final, ils ont rien fait avec. Donc là, c'est vrai que depuis WrestleMania, bah, à part Rhea Ripley, on a eu un peu Becky Lynch en tant que championne NXT, mais sinon, qu'est-ce qu'on retient côté féminin à Raw? Bah rien du tout. Donc forcément, bah, quand t'as personne à mettre en face, bah ça provoque ce que Hugo disait au tout début de ce point, c'est-à-dire un règne qui est oubliable parce qu'il n'y a pas de gros challenge en face. Et je trouve que Hugo, il a raison. C'est vrai que on retire le Judgment Day à Rhea Ripley et ce qui nous divertit hein, au final chaque semaine. Rhea Ripley, elle serait peut-être hyper crédible parce qu'elle enchaîne les victoires et elle bat tout le monde. Mais ça serait peut-être beaucoup plus ennuyant que ce que c'est aujourd'hui, quoi. Parce qu'au final, aujourd'hui, Rhea Ripley, elle passe beaucoup plus de temps du côté du roster masculin que du roster féminin. C'est quand même assez dingue. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour sur ce match. On va maintenant parler du titre intercontinental avec The Miz hein, qui a fait l'histoire de ce titre, on peut le dire, et il affronte un challenge de taille au Survivor Series, c'est Gunther. Malheureusement pour lui, ça ne suffira pas. Gunther va repartir encore une fois avec la victoire suite à un abandon, hein, si je ne me trompe pas, de The Miz. Qu'avez-vous pensé de ce match, de cette victoire de Gunther? Et on sait en plus que désormais, hein, c'est pour ceux qui ont vu Raw, que The Miz aura visiblement son rematch face à Gunther. On aura donc un épisode 2. Qu'en pensez-vous? On va commencer avec... je sais plus qui a commencé tout à l'heure. C'est moi qui ai commencé. Et bah vas-y Jacques. Je trouvais le match assez sympa. C'était pas non plus le match de la soirée, hein, il est pas non plus extraordinaire. Mais le match était correct comme correct. J'ai passé un bon moment devant. Il y a eu quelques spots où tu pouvais quand même t'attendre à peut-être une victoire du Miz. Avec justement le coin du ring, avec la protection qui a été enlevée. Donc là, tu vois Gunther se prendre le coin à même le métal.
Donc tu te dis forcément, ah, il y a peut-être moyen de faire un petit roll-up dessus. Et ils l'ont joué deux fois de suite, je crois. 2 fois de suite où tu vois Gunther se prendre le coin et tu dis à chaque fois, ah ça y est, le Miz il va vraiment le faire. Donc juste pour ça, voilà cette possibilité qu'ils nous ont cru, voilà, ils nous ont cherché en fait sur la possibilité quand même qu'ils pouvaient perdre Gunther, et j'ai apprécié parce que c'est vrai que au tout départ, c'est vrai qu'on était dans les premiers à dire que le Miz il sort quand même d'une gimmick, d'un personnage assez comique qui n'est pas vraiment destiné à récupérer un titre tout de suite. Et là, tu le vois affronter quand même Gunther, qui est champion, voilà, le plus long champion de l'histoire au Survivor Series. Tu vas te dire, non, le Miz il va pas réussir, quoi. Il n'est pas du tout assez crédible pour réussir. Et durant le match, on a eu des spots qui nous faisaient croire le contraire. Et ça, j'ai apprécié. Franchement, on rentre bien dans le match. Et par rapport à ce qu'on a vu à Raw, ça annonce une potentielle suite. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Hugo. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que on y a tous cru. Et en plus, ce qui était bien, c'est que la foule était avec le Miz. Donc ça, c'est top. Ça rajoutait vraiment quelque chose en plus. Et comme tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, le Miz, moi, quand tu dis qu'il avait son côté comique avant, ça me fait penser un petit peu à 1 an ou 2 en arrière, Sami Zayn. C'est-à-dire que Sami Zayn, quand il est arrivé dans la Bloodline, j'étais le premier à dire ici sur le podcast que je voyais pas Sami Zayn comme quelqu'un de sérieux, comme un futur main eventer ou autre, parce que il avait trop cette étiquette dans le dos du mec qui fait des manifs, qui finit dans un match contre comment il s'appelle, ouais, c'est John Knoxville, etc. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et au final, tu vois qu'un an après, au final, le mec, il a main eventé Mania, il fait partie des têtes d'affiche à l'heure actuelle. Donc voilà, tout est possible. Ça me fait penser indirectement à ça. Mais c'est vrai que ouais, ça a été un match plutôt sympa. C'était vraiment quelque chose de sympa. On y a tous cru et la foule, qu'elle soit avec le Miss, ça fait vraiment plaisir. Et pour le coup, je suis pas contre un épisode 2 parce que c'est un programme qui est plutôt intéressant à regarder. Je pense qu'on peut avoir de belles promos sur le ring entre les deux hommes. Je vous rejoins totalement sur ce que vous venez de dire. On avait une rumeur à l'approche des Survivor Series avec la présence de Maryse, visiblement, à Chicago. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être impliquée à l'avenir dans cette rivalité ? Non. Ça se pourrait, mais pour le coup, je trouve que j'aime beaucoup Maryse, mais ça serait du vu et revu et je sais pas. Après, c'est le Miz, quoi. Hein. The Miz, c'est malheureusement toute sa carrière, hein, les victoires par triche. Voilà, Oui. il aime se faire détester. Est-ce que ça serait pas une manière pour le Miz, même si on sait qu'il vient de face turn il y a peu Après, à voir comment serait reçue une intervention de Maryse pour détrôner Gunther. Imaginez, c'est Maryse qui détrône Gunther. Imaginez. Ce serait un peu du vol. J'espère juste c'est que pour la défaite de Gunther pour le titre, qu'ils vont faire au moins une belle défaite, quoi. Ce serait pas un truc sur un petit paquet. Ouais, non, mais je parle pas d'un petit paquet ou un truc ridicule. Je parle vraiment d'une belle défaite, quoi. Genre un coup de rouge à lèvres dans les yeux, tu vois, par exemple. Non, ce serait triste. Moi, je voudrais vraiment une défaite vraiment en mano à mano, quoi. Vraiment le tomber, et là, on n'y croit pas, et défaite. Pour moi, ça serait dommage. Et puis, Maryse, je pense que si elle intervient, ça serait vraiment pour tricher. Et ce serait pas, voilà, je pense pas que Maryse, elle aurait la foule aussi rapidement derrière elle, quoi. On se rappelle plus de Maryse comme une heel qu'une face, quoi. Et pour moi, ça serait bizarre de l'avoir face et aider le Miz, quoi. Ce serait vraiment bizarre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hugo, rien à ajouter ? Non, c'est bon. Et ben dans ce cas, on va parler évidemment, les amis, pour ceux qui sont avec nous, du retour de CM Punk dans quelques instants. Juste avant ça, on traite le main event de la soirée, et justement, le retour de CM Punk va suivre ce main event. Nous avons Cody Rhodes, Seth Rollins, Sami Zayn, Jey Uso et Randy Orton qui fait son retour ce soir-là, qui battent le Judgment Day et Drew McIntyre qui s'est fraîchement associé au Judgment Day. Qu'avez-vous pensé de ce match ? Qu'avez-vous pensé du déroulement du match ? Là aussi, j'ai dit tout à l'heure, on a eu le droit à quelques armes sur le ring, quelques segments sympas pour terminer avec une victoire de la team Cody Rhodes. On va commencer avec Hugo cette fois-ci. Qu'as-tu pensé de ce main event ? C'était sympa. C'était sympa à regarder. J'ai passé un bon temps sur. Non, Fabiche, vas-y, stop.
J'ai passé du bon temps devant le match. Après, voilà, encore une fois, j'ai, entre guillemets, enfin, pas choqué, je vais pas dire choqué du résultat, mais surpris quand même du résultat. J'ai beaucoup aimé le segment avec Orton, son retour, c'est-à-dire que le fait qu'on fasse rentrer Rhea Ripley, Bonap Jack, et qu'on fasse rentrer Rhea Ripley et qu'on et qu'on fasse en finale faire un faux cash-in pour que Orton revienne. Je trouve ça sympa, je trouve ça sympa. Et vraiment, moi, la superstar bah oui, je peux le dire, m'impressionne de chaud en chaud, ça reste Dominique Mysterio. C'est-à-dire que le mec va vendre les prises, encore une fois, cette semaine à Raw contre Orton, il vend les prises, mais d'une façon, j'aime énormément, et pour moi, c'est le top heel de la fédération actuellement du côté de Raw. Donc ça fait vraiment plaisir, il est tout jeune, et franchement, ça promet, et c'est le genre de personnage qui sera maintenant difficile de voir en face à l'avenir. Donc voilà, mais sinon, très bon match, on a eu des bons spots, notamment le RKO sur JD, ça a été vraiment incroyable. Et voilà, on a un match qui est plutôt cool dans l'ensemble. Ouais. Là, je te rejoins aussi, hein. Moi, le match, en tout cas, je quand même trouve, voilà, comme je disais tout à l'heure, je le trouve moins bien quand même que le match féminin. Je trouve quand même que tu as eu pas mal de moments qui sont pas forcément intéressants ou voilà, assez violents, comme j'espère dans dans les wargames. Ça manquait d'objets, etc. Je trouve. Dans les wargames, c'est pour la guerre. Et j'aime bien à un moment avoir un match en cage avec des objets et tout, comme les wargames. Chose que tu peux te permettre avec autant d'hommes et autant d'espace. Mais après, voilà, il y a des spots quand même super intéressants. Et je retiens surtout celui-là avec JD, avec ce RKO, qui était vraiment incroyable. Je trouve que c'est un beau cadeau pour le retour de Orton. Je trouve que c'est un peu l'idée de se dire, bah, Orton il revient et puis on lui offre peut-être un de ses meilleurs RKO. Donc je trouve ça cool, au moins ça marque les esprits. J'ai bien aimé aussi l'utilisation de Rhea. Voilà. Je pense que le fait d'avoir mis un petit doute sur Orton, c'était kiffant. Je trouve que c'est bien joué. C'est ce que j'espérais aussi parce que je me dis, voilà, c'est quand même dommage de finir un pay-per-view sans surprise. Surtout qu'on avait peut-être deux potentiels deux retours, CM Punk et Orton. Et là, on se dit, bon, Orton, il va venir, et puis voilà, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Et le fait d'avoir quand même mis le doute jusqu'à la fin, bah, on pouvait se dire, ah, c'est peut-être CM Punk qui va venir. Ah, c'est Orton, on sait pas. Est-ce qu'il va venir? Donc, oui, c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé ça pas mal aussi. Et puis Rhea, je trouve que le fait d'utiliser Rhea pour la mallette, bon, c'est vrai qu'entre nous, on s'est douté que c'était il n'y avait aucune utilité à le faire alors dans un wargame, mais ça permettait de penser à autre chose. Je trouve ça bien. Je pense que voir Rhea replay, faire un catch-in, tu dis ah, voilà, t'as mis une prise à encaisser là. Bah, tu penses carrément à autre chose que au potentiel retour, au potentiel rumeur qu'il y avait, et je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir fait ça. Donc pour moi, non, c'était un bon mini-event, mais c'était pas non plus le wargame de référence. De mon côté, je suis déjà ultra d'accord avec Marcus sur le chat qui nous dit la condition physique de Randy Orton actuellement est impressionnante. Il a l'air de nouveau au top de sa forme. Qu'est-ce qu'il nous avait manqué quand même? Je me suis fait la même réflexion quand je l'ai vu revenir. Je me suis dit putain, la shape qu'il a quoi à son âge. Je pense que à nous trois réunis, on est loin d'avoir ses abdos. Hein, je pense qu'on est d'accord. Il a pris les trapèzes, hein. Ah non, mais il est de partout. Genre, je sais même pas s'il a déjà été dans une une forme plutôt aussi olympique. C'est un truc de malade. Il est vraiment impressionnant. Et la deuxième partie de sa phrase, qu'est-ce qu'il nous avait manqué? Et c'est vrai, un Randy Orton, le jour où il va prendre sa retraite, là aussi ça va nous faire mal. Et là aussi, c'est encore quelqu'un qui va grandement nous manquer. Hein. Ça va faire mal. Ouais. C'est un détail, mais de voir Randy Orton pauvre, ça te rappelle trop le Orton 2009. vicieux de 2010-2009, tu vois. Ouais. Là, quand il met sa barbichette, ses cheveux, tu te dis, ah, c'est le daron maintenant. Là, il revient, c'est un caillou, tu vois. Ah bah, c'est ça. Ouais, non, mais là, tu sais que le Orton comme ça, il est vicieux et il veut t'éclater. Ouais. On a Fabiche qui nous dit qu'il a adoré dans la globalité les Survivor Series, mais il aurait aimé un Raw contre SmackDown, ça manque. Ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le Raw contre SmackDown c'était mieux? Moi, j'aurais aimé, mais ouais. Ah non, parce que pour le coup, là, c'était. Enfin, oui et non, dans le sens où là, t'avais quand même des rivalités qui étaient en place, etc. Et là, faire Raw contre SmackDown, ça aurait été plutôt compliqué encore quand t'as des angles d'invasion, etc. Mais là, pour le coup,
tout emmené à ces rivalités-là, que ce soit du côté masculin que féminin. Mais, et moi, je veux juste rebondir sur ce que disait Contador. C'est vrai que c'est Damien Priest qui prend le tombé, et je me suis fait la réflexion quand j'ai vu le show. Je me suis dit, putain, ils ont fait prendre un tombé à Damien Priest, et je dis, tiens, c'est étrange quand même. Et ouais, plutôt surpris aussi de ça. Ouais. Ils ont joué sur le fait qu'il est capitaine, je pense, et qu'ils se prennent le pin. C'est vraiment pour dire, bah, c'est de ta faute, entièrement de ta faute, quoi. Je pense qu'ils vont peut-être jouer là-dessus. Peut-être quand ils vont, d'après les rumeurs, déjà, il y a eu des rumeurs comme quoi il allait peut-être être viré du clan, éclipsé du clan, Damien Priest. Donc je pense que ça peut être le scénario. Donc le scénario peut toujours être comme ça, prévu. Et ils vont jouer là-dessus, comme quoi Wargame s'est pris le pin et il a dirigé le Wargame et ils ont perdu à cause de lui. Donc ils peuvent toujours le ressortir pour justement évincer par la suite Damien Priest. Et pour revenir sur le Raw et SmackDown, j'ai pas mon avis, mais j'aurais bien aimé. Après, je sais, comme disait Hugo, hein, c'est vrai que là, au moins, tu poursuis tes storylines et c'est toujours bien. Hein. Franchement, oui, j'ai dit oui. Mais pour un soir, j'aurais bien dit oui pour voir, par exemple, un Yosuke justement contre Rhea. Voir justement deux championnes s'affronter qui sont totalement dans des environnements totalement différents. Enfin, différents, pardon, où tu as Yosuke quand même qui est entouré de face, de top stars et qui fait des matchs moyens. Et en face, de l'autre côté, tu as Rhea qui domine tout. Donc j'aurais aimé vraiment voir le contraste entre les deux et puis les voir s'affronter et voir justement leur potentiel. Parce que là, vraiment, ils ont vraiment du calibre face à face. Pareil pour du Reigns Rollins, on se rappelle du Rumble. Et puis là, ça a été l'occasion de faire la revanche. Donc vraiment, j'aurais kiffé voir ça. Et puis le Gunter contre qui? C'était qui contre le champion? C'est qui le champion des États-Unis? Logan Paul. Logan Paul, voilà. Ah ouais, Logan Paul, Gunter, ça a été cool aussi à voir, quoi. Ouais, et puis, je pense à. Donc voilà, juste pour le temps d'un soir, voir un Raw contre SmackDown, en vrai, c'est cool. Et je trouve ça aussi bien parce qu'au moins les fans sont investis de plus parce qu'ils sont attachés forcément à un show plus que l'autre. Hein. On a tous une préférence pour un show, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que supporter notre show de cœur lors d'un soir, bah, c'est kiffant. Totalement. Et puis ça, j'allais juste ajouter, ça évite aussi d'avoir des superstars de Raw qui vont à SmackDown le temps d'un soir et inversement, quoi. La construction d'équipe comme on a eu là cette année où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de top stars d'un côté, hop, on les amène de l'autre, quoi. Hugo, tu voulais ajouter, pardon? Non, c'était différent, mais on parle de pay-per-view à thème, enfin gros SmackDown et tout. Là, aujourd'hui, avec l'ère dans laquelle on est, j'aimerais tellement qu'ils nous ramènent des Cyber Sunday ou des choses comme ça, mais ça serait la folie. Ça serait la folie en direct, tu votes pour la stipulation pour l'adversaire. Enfin, ça serait vraiment génial de chez génial. Ouais. Totalement d'accord. Dans ce cas-là, s'ils veulent pas le faire au Survivor Series, bah, qu'ils nous ramènent Breaking Right le mois prochain. Alors là, je suis moyen chaud, là, tu vois, Jacques. C'est moins historique, ouais, c'est vrai. C'est pas là, d'ailleurs, dans un des derniers Breaking Right que John Laurinaitis s'est fait virer, là, avec le segment quand il est sur les épaules de Cena. Ah non, c'était à Over the Limit, ça, 2012. Ah putain, Over the Limit, ouais, c'est ça. Ouais. Quelle brochette de pay-per-view intéressant, quand même. C'est vrai qu'on a eu... On a eu des pay-per-view sombres, hein, quand même, hein, qui sont arrivés, là. Marcus, de mémoire, je crois qu'Over the Limit 2012, il est dur à regarder. Hein. Je crois que c'est pas le top du top. Hein. Cette période après Mania 28, là, autour de John Laurinaitis, ouf. Il y a du Big Show, Cena, Laurinaitis, là. Oh lolo, accrochez-vous. People Power, c'était horrible cette période-là. Ah, c'était horrible. C'est la même période où il y a le... Ah non, putain, je me lance. Alors moi, niveau timing et temps, je suis complètement à la ramasse, mais j'allais dire avec le Zack Ryder, F. Torres, Kane, etc. là. Ouais, c'était Elimination Chamber, ça. Il y a eu Elimination Chamber où Zack Ryder affrontait Kane. Non, mais tu sais où il y a tout le segment où... Kane propulse Ryder de la chaise. Ouais, Zack Ryder était avec F. Torres à ce moment. Oui. Ouais. Bah, il a reçu le coup de couille. Il a reçu le coup de Jacques, il a retenu que ça. 28. Ah, moi j'ai retenu ça. Mania 28, l'équipe de Laurinaitis contre l'équipe de Teddy Long. Et à la fin, F. Torres donne un coup dans les burnes de Zack Ryder. Ouais, mais ça, c'était avant cette rivalité avec Kane, Cena
etc. Non? Ça, c'était avant Mania, ouais. Non, mais ouais, mais ça c'était à Mania 28. Mais là, ce que je veux dire, la rivalité où t'as Zack Ryder qui veut reconquérir F Torres, qui lui emmène des fleurs en fauteuil roulant avec une Minerve, que Ah t'as non? Kane qui surprend Cena en train de la pécho, c'est pas après Mania 28? Non, c'est avant pour moi. Moi, je dis que c'est entre le Rumble et l'Elimination Chamber. Ouais. Ah, j'ai un doute. Et Par bah, sur contre, le ça chat, va être toujours plaisir s'il y en a qui sont calés sur l'époque F Torres, Zack Ryder, Kane, Cena, n'hésitez pas à nous donner des éléments de réponse. Et à Contador qui nous remonte à un très bon souvenir également, c'est Capital Punishment 2011. Très très bon souvenir. Ouais. R-Truth en main Bon, event. après, hein. il y a eu quand même John Cena en cage avec John Morrison et puis R-Truth, je crois. Non, c'est ça? Non, ça c'était Extreme Rules. Ou le Miz. Extreme Rules 2011. Ah oui, c'était quoi? R-Truth contre Contre Cena. Cena? Ah ouais, quelle horreur ça. Ouais. Mine de rien, on parlait justement tout à l'heure de personnages quand ils sont bien construits, que ça peut être des choses bien. Et bah le R-Truth de la période R-Truth John Cena, où t'as le R-Truth qui câble complet, qui va dans la foule, qui balance les sodas sur la gueule de gamin, qui défonce les mecs et tout. Et je trouve que t'avais un personnage de construit, mine de rien. Et ça donnait quelque chose, ça avait de la gueule. Oh, la période R-Truth Bah, The Miz là. le plus construit, quand même, les personnages, c'était quand même Little Jimmy. Excuse-moi, mais Oui, celui-là était bien construit. c'est celui-là. Bon, passons maintenant au moment que tout le monde attend, je pense. Nous allons parler de la suite de ce main event. Et qu'est-ce qu'ils ont bien joué leur coup quand même. Parce que moi je l'ai pas regardé en direct, le pay-per-view. Mais je pense que... Alors là, je sais que Jacques l'a regardé en direct. Hugo, je sais pas si je crois pas que tu l'aies vu en direct. Donc, fin du match, fin du pay-per-view, la caméra qui recule progressivement. Et là, le petit logo de la fin du pay-per-view qui s'affiche en bas à droite de l'écran en mode c'est fini. Et là, je pense que tout le monde a eu la même réaction en ce moment. Bon bah voilà, je l'avais dit, il est pas là. Et là tout d'un coup, les notes de la musique de CM Punk qui retentissent dans l'arène qui explose. Et là, bah deuxième réaction c'est non, il est pas là, Et ensuite, la caméra se dirige vers la scène d'entrée et CM Punk fait son entrée sous évidemment l'ovation du public de Chicago. CM Punk est de retour à la WWE, c'est un truc de malade. Comment, ça va être ma première question pour vous les chroniqueurs et pour vous aussi sur le chat qui nous écoutez, comment avez-vous vécu ce moment? Quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu les premières notes de la musique de CM Punk? On rappelle que CM Punk avait quitté la WWE suite au Rumble 2014, donc ça faisait près de 10 ans qu'on l'avait pas revu à la WWE. On sait qu'il n'était pas en très bon terme avec le management, donc... On l'avait d'ailleurs dit dans ce podcast la semaine dernière où justement on avait posé la question est-ce que CM Punk sera de retour ou non. On avait tous les quatre levé la pancarte non, il ne sera pas là. Et bien on s'est tous les quatre gourés. Voilà. Comment avez-vous vécu ce moment? On va commencer avec Jacques qui l'a regardé en direct. Moi je m'attendais quand même à une petite surprise, je sais pas, mais c'est mon côté optimiste peut-être, mais le fait voilà, que le match, le main event n'a pas été non plus incroyable. Voilà, pour moi, j'attendais un main event d'un Survivor Series, mais qui a un retour, voilà, un truc marquant quoi. Je sais qu'il y a le retour de Orton qui est plaisant, le RKO, mais il me manquait un petit truc en plus. Et c'est vrai que quand le truc qui s'est terminé, j'ai dit bon bah c'est fini. J'ai un peu déçu, mais j'ai dit bon bah. Et excuse-moi de te couper, mais est-ce que vraiment tu l'as vécu comme je l'ai expliqué en intro, c'est-à-dire t'as vu le petit logo, tu t'es dit bon bah c'est fini? Oui, quand j'ai vu le logo, j'ai dit bon, et après il s'attardait quand même tout doucement sur le plan en large et tout. Je me dis bon, il recule tout doucement. Je me dis il y a toujours un petit espoir, mais bon quand j'ai vu le logo, je me dis bon. Il faut le faire maintenant ou jamais quoi. Ouais c'est ça. Il faut le faire maintenant ou jamais. T'avais envie d'appuyer sur le bouton de la musique toi Ah bah moi j'étais là genre il faut le faire maintenant hein. Et je sais que Victor il était fou, il a décrit la tenue, il fait mais non. Et moi j'avais plus les mots et c'est vrai que quand déjà t'es à son premier côté genre t'es choqué et tu dis ils l'ont fait. Et après tu dis non après c'est quand même ils ont peut-être fait un troll hein. On va peut-être attendre qu'il arrive quand même pour voir. Et t'attends ensuite qu'il arrive. Et dès que tu le vois arriver, là tu te dis ah ouais là il est là le gars. Et après t'écoutes juste la foule de Chicago quoi. Tu kiffes le moment quoi. Il n'y a que dans le catch où tu peux vraiment avoir un retour et de catcheur vraiment du sport en question.
qui revient, et puis là t'es comme un ouf quoi. Tu dis que voilà c'est parti, et puis là tu t'imagines dans la tête, tu t'imagines plein de scénarios possibles. Tu dis oh putain il est là, il va pouvoir enfin affronter ça, il va pouvoir faire Mania, il va pouvoir venir à Backlash, il va pouvoir faire ceci cela. Tu dis il y a tellement de scénarios possibles en fait quand tu le vois, et c'est incroyable en vrai, c'est top, et c'est couillu d'avoir fait ça. Et moi je me rappelle, il y a un TikTok que j'ai vu, c'était un daron. Il était déçu, il voyait le logo, il dit purée, il est pas là, CM Punk il est pas là, je suis carrément déçu. Et là il commence à se lever et il est parti dans la cuisine, et puis là t'as sa femme, elle voit justement ce qui se passe à la télé, elle fait puis là elle commence à l'appeler. Puis là, elle commence à le chercher dans la chambre parce qu'il commence à dormir. Le mec vénère. Et puis là, le gars, il fait quoi il fait il est là. Et puis là, il court à deux vers la télé. Mais des moments comme ça, c'est incroyable, quoi. Et il n'y a que dans le catch que tu peux avoir vraiment cette euphorie de genre de dire putain, il y a un retour. Et puis dans le catch, c'est toujours du divertissement, quoi. T'as la musique en plus qui te rappelle vraiment le catcheur, la nostalgie. T'as l'ambiance des fans qui, voilà, l'ambiance du catch, quoi. Et ça c'est kiffant, il y a que dans ce sport-là en fait que tu peux avoir une ambiance. Là on a l'impression qu'il doit convaincre une centaine de personnes, de fans qui sont pas passionnés du tout par le catch. Il doit trouver tous les arguments possibles pour leur dire mais si, le catch c'est trop bien comme passion. Il m'aurait appelé pour la fusion avec TKO, la UFC. Bah il l'aurait vendu plus cher, écoute hein. C'est ça. Ils auraient gagné plus de pognon. On va parler évidemment juste après, hein, j'ai des questions à vous poser sur est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, une bonne chose ou pas. On va y répondre après, mais juste avant je voudrais vraiment avoir simplement votre avis sur la manière dont vous avez vécu le retour en tant que tel. Hugo, de ton côté, comment tu l'as vécu? Alors déjà je m'étais dit je me chauffe, je regarde le show en direct. Oh, j'étais fin chaud à regarder le show en direct, ouais, j'étais trop content, je mange, je prends ma douche, je me mets sur mon lit tout pépère, il était 22h. Je pense qu'à 22h30 je dormais. Donc déjà là je dis hop c'est bon rideau. Et du coup le lendemain matin je me lève, enfin je me réveille. Et bon bref je me réveille et tout. Et là je prends mon téléphone. Et là alors me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'ai des notifications sur Twitter, Axel, je sais pas pourquoi. Et premier truc que je vois, première notif, je vois un tweet d'Axel qui dit ne jamais dire jamais ou un truc comme ça. Et là tu sais j'étais en mode dans le gaz et d'un coup je dis ça, je fais quoi? Attends, faut que j'ouvre, faut que je m'étais dit est-ce que je regarde, est-ce que je regarde pas? Oh, et puis là j'ai ouvert Twitter, j'ai ouvert Instagram, j'ai dit oh le bordel. Ils ont retourné les réseaux sociaux en vrai. Mais le retour, la première fois que j'ai vu cette vidéo, je me suis dit mais enfin comment ils l'ont emmené? Parce que c'est vrai que le premier plan, tu vois le plan de la salle, mais une fin de pay-per-view classique quoi. Et là t'entends le bruit, mais moi ce qui me marque le plus c'est la pop, enfin la pop de la foule, mais elle est incroyable, elle est incroyable. Et oh, rien d'en parler, j'en ai la chair de poule, la vache. Oh non, mais c'est vrai. Et là, tu vois CM Punk arriver. Et en plus, le bout, il a la démarche. Il marche en mode. Et ouais, les gars, je vous ai tous niqué, je suis là maintenant, tu vois. Et là, tu dis, waouh, il est de retour. Mais c'est quoi ce truc de zinzin? Et je pense que j'ai bien mis la journée, sans déconner, sans mentir et sans exagérer. Je pense que j'ai bien mis la journée à me dire, mais on parle de CM Punk, là. Du mec qui s'est brouillé avec Vince McMahon, qui voulait plus entendre parler de la WWE, qui a mine de rien craché en quelque sorte sur la WWE. Je repensais à la vidéo de Rollins où il disait ah non non cancer que tu es, Phil Brooks dégage machin et tout. Et je repense à tout ça et j'ai franchement mis la journée et je pense que la vidéo de la WWE sur Twitter, sur YouTube, j'ai dû la regarder mais 200 fois dans la journée vraiment. Bah d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu un Raw, hein, mais record inédit. Ouais. C'est la vidéo la plus visionnée de l'histoire de la WWE sur Twitter. C'est je sais plus combien de millions. Merci Hugo, hein. Grâce à Hugo, ouais, c'est clair. Non mais c'est un truc de malade en vrai. Tu te dis parce que des moments comme ça, des retours de ouf, on en a déjà eu plein. Mais c'est dire à quel point CM Punk avait quand même marqué une génération, à quel point son retour est spéculé, on peut le dire, hein, depuis de nombreuses années. Je pense que ça fait 10 ans qu'il est parti, il n'y a pas une année dans ces 10 ans où on n'a pas spéculé son retour. Donc forcément, là, maintenant que ça arrive réellement, et bah, ça a fait un buzz incroyable, quoi. C'est un truc de malade. Moi, je sais pas vous. Tu l'as vécu comment toi? Alors je l'ai vécu honnêtement le matin, je me suis réveillé, j'ai regardé mon téléphone et pareil, j'avais des notifs,
je saurais plus vous dire c'était quoi, mais moi c'était des comptes en anglais et clairement c'était pas écrit clairement que CM Punk avait fait son retour, mais c'était un peu le même type de spoil que Gohu quand il a vu mon tweet quoi. C'était pas ne jamais dire jamais, mais un truc qui montrait qu'il s'était passé un truc de ouf. Et bah forcément mes premières pensées vont au retour de CM Punk. Pour être honnête, j'avais pas le temps de regarder le pay-per-view quand je me suis levé le matin en intégralité, donc je suis allé droit au but, j'ai ouvert le show, j'ai avancé le curseur jusqu'à la fin, et je me suis dit, bon, s'il se passe un truc, c'est maintenant. Et donc j'ai regardé juste la fin avec le retour, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Hein, c'est des moments, comme tu l'as dit Jacques, qu'on aime tous vivre en tant que fan de catch. Et ce que je vais vous poser comme question avant de passer à la suite, c'est, je sais pas si vous l'avez vécu comme moi, mais du coup, il y a cette fin de show qu'on regarde tous, et après, réflexe de tous les fans de catch, je pense, une fois qu'on a vu ça, pour tous ceux qui sont présents sur les réseaux, c'est on va ensuite sur les réseaux voir comment ça réagit, comment réagissent les catcheurs, comment réagissent les autres fans, etc. Et moi ensuite, la première vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est les fans au premier rang qui filment les réactions de Rhea Ripley, de Seth Rollins. Et moi j'ai trouvé, alors je sais pas vous, mais moi ces vidéos elles m'ont intrigué de fou. C'est limite les vidéos qui m'ont le plus intrigué du retour de CM Punk, c'est quand on voit la réaction de Rollins. Là on se dit, est-ce que c'est survendu? Est-ce que Rollins le savait? Est-ce qu'il le découvre en même temps que nous? Parce qu'en plus, honnêtement, alors visiblement c'était prévu. Visiblement Rollins était au courant, mais la manière dont c'est filmé, le fait que Michael Cole et Corey Graves soient autour de lui, et on voit que Corey Graves et Michael Cole le savaient parce qu'ils se sont directement avancés autour des catcheurs qui étaient présents ringside. On voit qu'ils sont là à lui parler, à essayer de le raisonner, on voit qu'ils sont là à le retenir pour pas aller se battre avec CM Punk. Ça donne vraiment du réalisme à cette histoire. On sait en plus, comme tu l'as dit Jacques, qu'il y avait il y avait les doigts d'honneur. Et puis par rapport à ce qui s'est passé dans le passé où Rollins avait craché ouvertement en interview sur CM Punk, on savait que les deux ne s'appréciaient vraiment pas. Et sachant qu'on n'a pas eu de plan de caméra non plus officiellement au Survivor Series sur Rollins, etc., ça donnait vraiment l'impression que c'était pas prévu et que Rollins balançait vraiment tout ce qu'il avait sur le cœur. Comment l'avez-vous vécu? Oh, je bug là, non? Oui, un petit peu. Ah merde. C'est vrai que c'est comme toi, mes premières choses que je me suis dit, et d'ailleurs, je t'ai envoyé un message pour te dire ça et te dire, putain, mais je sais pas si c'est vrai, si c'est comment, enfin, c'est même Drew McIntyre, la vidéo où il se barre, où tu vois la news, où t'entends après que derrière, il a claqué la porte de son vestiaire, etc. Rhea Ripley qui fait machin en mode, vas-y, les quelle heure, allez, casse-toi. Tu te dis tout ça, tu sais pas ouais, si c'est vraiment du work ou pas. Et après, quand tu dis news, bon, tu vois Sinros qui dit que voilà, les superstars est tout con. Mais je pense que pour le coup, Rollins, je pense que le CM Punk Rollins, on va l'avoir. C'est inévitable. C'est le dream match par excellence à la WWE. C'est inévitable qu'on ait cet affrontement-là. Ça serait pas les premières superstars à se détester, à travailler ensemble. Mais c'est vrai, je pense que déjà le fait qu'on n'ait pas de plan, etc., et qu'on ait tous ces segments, notamment, enfin moi ce qui me marque le plus, c'est les doigts d'honneur. Je pense que là, sur la seule année civile qu'on a eue, c'est Brock Lesnar, un Raw Postmania qui tape des doigts à Cody Rhodes. Et sinon, enfin, tu sais que sur ce genre de programme, tu n'as pas de ça, t'es pas à la titulaire. Et là, par contre, où je pense que pour moi, ça reste quelque chose de prévu. La réaction, elle est, je pense, il y a la réaction prévue de Rollins, mais il y a surtout aussi, je pense, la haine qui est réelle. Je pense que cette haine a permis de pas surjouer, mais de donner encore plus de crédibilité à cette scène. Et là où la WWE est forte, c'est que ils savent pertinemment que tout le monde filme. Et ils savent que ce genre de vidéo, ça va faire le buzz et ils vont se servir de ça pour créer la future rivalité. Et c'est là où la WWE maîtrise à la perfection pas le marketing, mais enfin, en quelque sorte, c'est de la marketing, de la communication, voilà, c'est de la communication. Et c'est là où ils sont hyper forts. Pareil, Drew McIntyre, Rhea Ripley, tu vois Randy Orton qui s'assoit sur le ring. Tout ça, c'est de la communication pure et dure et ils ont réussi. Ils ont réussi. Ouais. Ouais, pour moi, c'est réussi. Je pense que avec Triple H, je pense qu'avec Vince, on n'aurait peut-être pas eu ça, mais le fait d'utiliser les fans justement comme moyen de communication, je trouve ça bien. Savoir que tu utilises quand même, voilà, tu filmes pas Rollins et les réactions du jument D, etc. de façon officielle, comme disait Axel, hein, avec les caméras de la VE, mais tu utilises justement les fans qui vont relayer les vidéos pour vraiment creuser, créer
de futures storylines, dream match, etc. Je trouve ça bien joué. Et je pense qu'il n'y a que vraiment à la WWE tu peux voir ça. Voilà, utiliser les fans justement, grâce à eux, faire de la communication gratuite et créer justement un buzz, créer le buzz grâce aux fans. Et la WWE, ils gèrent le coup. Et grâce à Triple H, je pense qu'avec Vince, il aurait peut-être filmé directement, je pense, mais Triple H va utiliser du coup plus intelligemment les fans et je trouve ça bien joué. Je trouve, franchement, je pense que le Rollins CM Punk, tout le monde veut le voir. Je pense que c'est vraiment peut-être le mania. Je pense que si jamais justement CM Punk il est revenu, je pense qu'il a négocié quand même un main event. Donc je pense que dans la nuit 1, on aura forcément CM Punk face à CM Punk, pardon, face à Rollins. Pour moi, c'est peut-être le match de la nuit 1. Ils ont le temps de le faire tranquillement. Et j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'il y a vraiment grave moyen de voir ça. Et puis voilà, je sais pas ce que je voulais. J'avais autre chose dans la tête, mais j'ai un peu zappé, je crois. J'ai oublié. Et forcément, un retour comme ça, Punk, dans l'esprit de tout le monde, il devient numéro 1 pour remporter le Rumble. Parce que tu te dis qu'un mec comme ça, il remporte le Rumble, il va tout droit à Rollins, c'est un match à Mania. Et surtout, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le retour de Punk, comme on a eu là, c'est pour moi, c'est dans la case des retours comme les frères Hardy à WrestleMania 33. C'est-à-dire que Ouais. tu as des retours comme Orton, des retours que tu attends, etc. Mais là, ces deux retours-là, que ce soit les Hardy ou CM Punk, c'est les retours qui sont dans la case impossible. Au début, tu les mets Ouais. impossible. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est juste impossible. Et si. Et c'est ça justement qui rajoute. Et je pense que dans l'histoire de la WWE, ces retours impossibles, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Et ne serait-ce que sur ces 10 dernières années, on en a déjà eu 2. Et voilà, et c'est encore plus vrai quand il faut dire ne jamais dire jamais. Ça, c'est certain. Mais là, ça reste mais vraiment indescriptible d'avoir un retour comme ça à l'heure actuelle à la WWE. Moi, ce qui m'a fait bizarre également, c'est le lendemain quand j'ai vu le tweet de la WWE avec marqué CM Punk sera Raw ce soir avec la photo. Je me suis dit, mais ça, c'est ce que tu voyais Surréaliste. depuis des. Non, mais c'est ça. Tu te dis, c'est ce que tu as l'impression de voir en montage un peu partout ailleurs sur Twitter, quoi. Mm. Mais j'imagine même pas, imaginez vraiment que CM Punk n'ait pas fait son run à la AEW, son retour là, il aurait explosé, la foule aurait été x2, x3 en termes de bruit. Hein. Parce que là, il a eu une mauvaise image, entre guillemets, il est sorti petit de la AEW, mais en vrai, si jamais il était revenu à la WWE et qu'il n'avait jamais fait de catch auparavant, depuis son départ, l'ovation aurait été incroyable, hein. x2, x3, je pense. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. Et je trouve ça aussi bête, c'est que, ok, maintenant on sait que c'est une storyline, et maintenant je me dis, bah oui, logique. Rollins, il est vénère, et t'envoies qui pour l'arrêter? Michael Cole. Est-ce que tu envoies vraiment Michael Cole pour arrêter Rollins? Voilà, c'est juste une petite analyse, et je trouve ça un peu con de le faire. Voilà. T'as oublié ses performances in-ring face à Jerry Lawler, hein, quand même. Hein. Le petit casque sur les oreilles orange, tu l'as oublié. Hein. Maintenant, une question simple. Est-ce que, selon vous, le retour de CM Punk est une bonne chose? Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a passé un bon moment. On l'a dit tout à l'heure, un bon moment pour tout fan de catch, ce genre de moment où on a des surprises de cette ampleur. Maintenant, est-ce que selon vous, pour la fédération, au vu de ce qui s'est passé avec CM Punk ces derniers mois, on sait que côté AEW, bon, on n'a pas toutes les révélations, on a plusieurs versions, on sait pas ce qui s'est réellement passé, même si on a une petite idée, mais bon, chacun se fait son propre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que CM Punk pourrait amener le bazar à la WWE et donc que ce ne serait pas forcément une bonne idée pour l'ambiance, etc. Ou est-ce que vous pensez que CM Punk s'est raisonné, qu'il va rester très professionnel et qu'il peut vraiment amener de nouvelles très bonnes choses à la WWE? Oui. Jacques, on t'écoute. Oui, donc d'abord, je voulais relever juste une news que j'avais vu passer. Je sais plus qui est l'auteur du tweet, donc du coup, je sais pas si la personne va regarder la vidéo, mais en tout cas, je m'excuse auparavant. Mais j'ai vu qu'il y avait une clause dans son nouveau contrat, dans son nouveau contrat, pardon, où tu avais une clause concernant son comportement. Donc, ils ont inclus une clause qui lui impose de gérer son comportement, d'avoir une bonne attitude, pour faire simple. Et je trouve ça quand même incroyable d'avoir quand même inclus une clause comme ça.
C'est vrai que par rapport à ce qui se passait à la WWE, je pense que la WWE a eu des grosses craintes. Est-ce que c'est vraiment la WWE qui a imposé cette clause ou c'est peut-être Punk qui a suggéré cette clause pour rassurer le groupe? Ça, on ne le saura pas. Mais en tout cas, il y a une clause comme ça et je pense que voilà, ça part d'un bon principe. Les échos aussi qu'on a eu des backstage, c'est que les superstars ont trouvé Punk assez content d'être là, qui était voilà dans la salle commune, qui parlait avec tous les catcheurs. Donc je trouve que voilà, CM Punk, je pense qu'il a vraiment appris de ses erreurs, qu'il a pu voilà se dire bah c'est quand même ma dernière cartouche entre guillemets la WWE. C'est peut-être mon dernier retour dans le catch. Si je me foire là, c'est vraiment fini. Je pars sur vraiment une mauvaise image de 1 par rapport à la AEW et de 2 à la WWE. Donc c'est vrai que pour moi, si jamais il se foire comme ça sur deux compagnies, ça serait vraiment partir sur sur la petite porte, la petite sortie, ce serait dommage pour lui quoi. Donc pour moi oui c'est une bonne chose. Déjà on voit déjà les tweets et les réactions qu'a engendré son retour par rapport au nombre de vues. Je pense qu'au niveau des ventes, je pense que là j'ai pas vérifié depuis son retour, mais je pense qu'il est dans les meilleures ventes au niveau de son maillot. Le hoodie, le suite Punk a été aussi officiel je crois cet après-midi. Donc voilà, il commence à mettre la blinde au niveau du merch par rapport à Punk et je pense que voilà, c'est un gars qui va ramener de l'argent comme il dit. Et ça c'est vrai. On peut pas dire le contraire, hein, c'est un Punk qui ramène de l'argent. Donc il va ramener aussi des dream matchs, des matchs qu'on n'a pas eu l'occasion de voir auparavant, qu'on va pouvoir du coup voir de nouveau. Et pour la première fois découvrir ensemble. Et de 2, voilà, il va apporter toute sa connaissance et cette envie, voilà, il va remplacer un peu voilà l'absence de Reigns par exemple grâce à sa popularité. Il va ramener du monde comme Orton et c'est vrai qu'en période de Rumble, de Mania qui vont se profiler à l'horizon, bah c'est toujours cool d'avoir des top stars pour mener la baraque. Donc pour moi c'est un grand oui, et j'ai hâte de voir la suite. On parlait justement de Dream Match. Là, je viens de voir, pour ça que j'ai réagi un peu comme ça là, tout à l'heure. Je viens de voir, là, c'est que des sources à la WWE ont indiqué à Fightful qu'ils étaient optimistes quant à un Stone Cold Steve Austin contre CM Punk qui pourrait se produire. Et le sujet a bel et bien été abordé en coulisses. Alors, imaginez un CM Punk contre Steve Austin. On va en parler juste après de ça. Je voulais l'aborder, mais on va en parler dans un point juste après quand on va parler de l'avenir de CM Punk. Bon. J'avais relevé le message de Blanca, je répondais pas volontairement parce qu'on va évoquer le sujet juste après en fait. Elle avait mis le message, j'ai pas le chat, je viens de voir moi ça sur Twitter, désolé. Ah, pas de problème. Mais c'est juste pour dire qu'on va revenir en détail là-dessus, donc vous inquiétez pas, on va pas le zapper. Je vais voir le message de Marcus, c'est vrai. Il faut que je remette le chat là, putain, je vois pas les messages. Non mais il a pas tort, ouais, c'est vrai ce qu'il dit. Il dit quoi? Et puis ouais, j'avais pas vu son message du dessus également. Retour impossible. On a eu Bret Hart, Ultimate Warrior, Bruno Sammartino, maintenant CM Punk. Ouais, c'est comme quoi, on l'a toujours dit. Ne jamais dire jamais à la WWE. Et c'est vrai. C'est même des choses impensables finissent un jour par se produire. Il y a Jax également. C'est vrai. Non mais c'est un retour improbable, mais on l'a eu. Et quelle année riche en 2023. Il y a Jax et CM Punk la même année. Oh là là. On est gâtés. Hein. On est gâtés. Donc juste avant de parler de l'avenir de CM Punk à la WWE, où on va parler effectivement de ce Dream Match qui a été révélé par Fightful il y a quelques heures. Visiblement il y a également le main event de la nuit 1 de Mania qui serait déjà bouclé. Je voudrais qu'on revienne sur la promo de CM Punk à Raw. Je voulais votre avis sur cette promo durant laquelle je vais vous avouer, j'ai vu à peu près cette réaction également sur Twitter. Globalement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la promo était relativement courte et qu'au final, dans cette promo, on n'apprend pas grand-chose, quoi. C'est assez bateau, entre guillemets, comme promo, où on a un CM Punk qui dit qu'il est de retour à la maison, que il a changé, qu'il est content d'être là, que en gros, il est toujours le meilleur au monde, que des gens sont pas contents de le voir en coulisses parce que il va relever le niveau et en gros il va prendre un peu le spotlight des autres et donc c'est pour ces raisons là que certaines personnes ne sont pas contentes de le voir et à la fin hors du micro mais quand même face à la caméra et on l'entend et on le comprend bien, il dira qu'il n'est pas là pour se faire des amis mais qu'il est là pour l'argent.
Qu'avez-vous pensé de cette promo? Est-ce qu'elle était bateau selon vous? Même si, on va pas se mentir, même si c'est une promo bateau, on a quand même des frissons et ça procure quand même quelque chose d'entendre dans le main event de Raw le theme song de CM Punk et de le voir avec un micro dans la main au milieu d'un ring de la WWE. Forcément, ça fait quelque chose. Hugo, pour commencer, qu'en as-tu pensé de cette promo? Je pense que le but de cette promo, justement, c'était comme tu l'as dit, de revoir CM Punk au milieu d'un ring avec un micro. Et ça a été d'ailleurs une de ses premières phrases et une des premières choses qui a été évoquée quand on a parlé de Punk à l'antenne. Quand ils ont parlé de Punk à l'antenne, c'est ça, c'est qu'on va revoir CM Punk dans un ring de la WWE avec un micro. Parce que pour la majorité des gens, bah aujourd'hui, CM Punk avec un micro, c'est la paille bombe. Donc forcément c'est le truc marquant et je pense que ça aurait été l'axe. Et je pense que là, il y a le temps de faire les choses. Je pense que si tu commences dès le début le lendemain des Survivor Series, tu commences à balancer, bah moi je veux faire ci, je veux faire ça, tu as une intervention et tout, et calme. Le Royal Rumble, c'est dans un mois et demi. WrestleMania, c'est dans 3 mois, 4 mois. Pas Non, mais je beaucoup. pense qu'il y a le temps de faire les choses en vrai. Je pense que si dès lundi tu commençais, voilà, comme je disais, une attaque ou une provoque ou quelque chose comme ça, c'est tout. Je pense qu'il faut construire quelque chose. L'euphorie, elle est toujours là, elle sera toujours là avec CM Punk parce que tant que là, enfin, le prochain fil rouge, le prochain fil conducteur de CM Punk, ça va être quand est-ce que va être son premier match, son match retour. Et je pense que ça va nous permettre, ça va vraiment être l'axe principal de la rivalité, de quand est-ce qu'on va revoir CM Punk sur un ring. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre son temps. C'est la promo, certes, elle était entre guillemets bateau, mais voilà, je pense que ça nous a permis de remettre, pour ceux qui ne le connaissaient pas entre guillemets, de remettre une image sur CM Punk. Voilà, il a changé, il est de retour à la maison. Est-ce que là, alors ça c'est pareil, est-ce que ça c'est écrit, est-ce qu'il le dit vraiment, ça j'en sais rien. Mais moi, le petit truc qui m'a titillé, c'est vraiment cette phrase hors antenne où il dit, comme tu dis, je suis pas là pour me faire des amis, mais de l'argent. Et ça, c'est la première chose que je me suis dit, est-ce que ça c'était prévu? Est-ce que ça c'est prévu ou Ah, c'est. Ouais, en fait, j'hésite. à ce moment-là, en fait, il y a un moment à la toute fin de son speech où il regarde la caméra et on sent qu'il sait pas trop ce qu'il va dire. On sent qu'il voilà, il louche devant la caméra et il se dit faut que je dise un truc. Et en fait, on a l'impression qu'il s'apprête à sortir une dinguerie, un truc vraiment trash et qui se retient un peu et qui se dit voilà, il est un peu pris au dépourvu, il se dit faut que je sorte un truc et c'est le premier truc qui est venu, tu vois. J'ai l'impression que ça a un petit côté improvisé, moi j'ai l'impression cette dernière phrase. Je sais pas ce que t'en penses, Jacques. Non, pareil. Pour moi, oui. Pour moi, c'était vraiment une promo assez niaisant entre guillemets. C'est vraiment très très épuré. On sent que c'est vraiment voilà, c'est un CM Punk, mais un CM Punk version WWE. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment voilà très très carré. C'est pas une promo qui aurait pu sortir comme la W où il pouvait clasher. Soit il y a des trucs assez ouf. C'est vraiment un truc vraiment très très sobre, très très classique. Ça apporte rien de nouveau. Je pense que c'est vraiment voilà, on peut juste se réjouir d'avoir vu CM Punk rentrer avec voilà l'écran derrière, l'écran XL d'Euro là, le Titantron carrément grand, le Cara design et tout, VVE. Juste pour ça, c'est kiffant de voir ça. Mais après, c'est vrai que la promo, c'est pas une promo que tu retiendras et c'est pas une promo que voilà, on va revoir en replay. C'est juste pour dire, bah, je suis de retour et point. Et je pense que ils vont là, je pense que l'effet encore de surprise, ils pouvaient les jouer là-dessus, mais je pense que les semaines d'après, justement, ils vont pouvoir réfléchir à créer peut-être une nouvelle storyline, à voilà, sortir des nouvelles promos et vraiment travailler son personnage. Je pense que là, vraiment, c'est juste l'effet de nouveauté et que maintenant, ils peuvent enfin se lancer sur le CM Punk. Peut-être qu'à Raw, directement, on aura peut-être une nouvelle promo qui sera beaucoup plus violente ou un pic d'une superstar et CM Punk qui réagit derrière. Donc je pense que voilà, ils y vont, je pense, tout doucement. Après le Rumble, ça reste quand même dans 2 mois, tout compte fait. Bon, ils ont le temps de construire un truc sympa. Est-ce qu'on aura peut-être son match avant le Rumble ou ils veulent peut-être attendre le Rumble pour le lancer et voir comment ça va être avec les autres catcheurs et monter la hype. Donc à voir. Après, là où je pense que ils vont beaucoup jouer, ils vont jouer sur un truc, la WWE, c'est j'allais dire ce quatrième mur, non, c'est pas le bon terme, mais c'est cette frontière entre la réalité et la fiction qui est la WWE en quelque sorte. C'est-à-dire que là, je pense qu'avec CM Punk, ça va vraiment être aussi cette chose de se dire, on sait que le mec,
s'il commence à balancer il va trash talk, les gens vont dire, bah, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fictif? Et je pense qu'ils vont vraiment jouer là-dessus pour créer des choses. Et en tout cas, je l'espère. Après, j'avais vu aussi Mm. que Triple H, c'est lui qui a insisté pour qu'on envoie la musique de CM Punk. Et qu'au final, ils auraient peut-être pu garder le retour de Punk plus tard. Donc ça, pareil, est-ce que enfin, c'est des choses à confirmer? Ouais. Mais je trouve que ça a été fait une bonne manière. Après, c'était à Chicago, je pense Bah que ouais, il c'est voulait ça. vraiment avoir le kiff, quoi. Et C'est- au moins, tu es sûr d'avoir une bonne réaction, quoi. Tu l'aurais fait au Rumble. En retour, je pense qu'il aurait peut-être il a pu avoir des huées et tout, mais bon, là, comme c'est à Chicago, ça passe sûr, quoi. T'as pas de crainte, t'as pas Oh, de. Voilà. Plus je avoir de pense huées que. tu sais, les huées, elles peuvent pas être là, je pense, du côté WWE, Ah, je parce suis que pas le sûr. public AE, le public AEW, WWE, pour moi, il est complètement différent, hein. Dans le sens où, Ouais. certes, t'es fan de catch, mais derrière, enfin, un retour de Punk pour les fans WWE, tu peux pas huer Punk. La pop aurait pu être beaucoup moins énorme si c'était hors de Chicago, je pense. Ah, je sais Bah, pas. déjà là, je pense que c'était une bonne pop, mais ils auraient pu faire mieux, je Ouais, pense, ouais, je suis hein. d'accord. C'est vraiment ma Je suis réaction, d'accord. Chicago a fait mieux, et bon, après, voilà. Après, pour Blanca, Hein. il y a Blanca qui demandait, ouais, est-ce que c'est la même promo que à la AEW? De mémoire, il me semble qu'il avait fait à peu près le même discours pour son retour à la AEW. En gros, c'était je reviens à la maison. C'est ça. Mais Enfin, je suis là. à l'époque, pour lui, sa maison, c'était le catch. Là, à Raw, sa maison, c'est la WWE. Une Ouais. petite Ce qui- nuance, mais. Mais ça paraît bizarre quand même. Même on sent tous qu'il y a quand même une part de fake, hein. Je suis à la D'hypocrisie, tu maison. veux dire. Ouais. Bah ouais, c'est ça, d'hypocrisie, parce que quand tu sais qu'il y a quoi, 3 mois, on vivait son match contre face à Samoa Joe à Wembley, et puis là, il est déjà là. Ouais, ouais. Ça, ouais, Après, un bizarre. truc aussi qui je pense, là, c'est que les prémices, c'est que les débuts, c'est que, enfin, vous allez me dire, je vais peut-être loin, je suis un peu fou, mais t'as l'impression que la WWE, petit à petit, elle commence à aller gratter au pas de la porte de la AEW et à dire, hop, tiens, Cody Rhodes, je te prends, Jack Cargill, je te prends, CM Punk, je te prends. Tu vois, hop, petit à petit, comme ça, ils commencent à L'oiseau récupérer fait les son talents nid. qu'ils ont. Ouais, voilà, je trouve que, tu vois, ils sont là, ils sont. Je vais récupérer. Bon, je Tu sens vois que vous avez envie d'en Ah, parler. MJF, Alors, on va en parler. D'ailleurs, on peut parler également de ce fan hein, qui, clairement. Lui, clairement, il était content de voir CM Punk et c'était son poteau qui était de retour. Hein. Je pense, Ah, je suis après tombé le show, ils ont bu l'apéro ensemble, les deux. Hein. je suis tombé sur son TikTok là, je crois, ce week-end. Oh, il parle que de punk en ce moment, et puis il en profite. Hein, là, je crois qu'il s'appelle Chicago Guy, un truc comme ça, ou Chicago. Hein, ouais, sur TikTok. Et en fait, il a même réagi en live en TikTok au speech de CM Punk à Raw. Enfin, le gars, il est content. Hein. Ah bah en même temps, il est ancré dans ce moment historique à jamais. Hein. C'est un truc de ouf hein, pour lui là. Mais là, je sais pas, mais là, à tout moment, il passait de l'autre côté de la barricade. Là, je sais pas si on en parle, mais là, il a les 3/4 de son corps qui sont de l'autre côté là. T'as vu, il y a, en bas à gauche, là, au premier plan, t'as Jacques et son chignon. C'est ça. Jacques qui est en mode, c'est lui ou c'est pas lui? Non, c'est un fake. Comme Cody Rhodes. Hein C'est pour ça que je mets la main, hein, je touche pour savoir si c'est lui. Hein. Je reviens donc sur ce moment, sur plutôt cette séquence. Quel avenir pour CM Punk à la WWE? Donc effectivement, Hugo a commencé à en parler. Je sais que sur le chat, c'est également de nombreuses questions que vous commencez à vous poser. Blanca nous a parlé d'un match qui serait prévu et donc bouclé visiblement d'après Fightful. Alors j'ai pas réussi à retomber sur la news, mais visiblement la nuit 1 serait bouclée, ça serait Seth Rollins CM Punk. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça serait l'idéal. Hein. Je pense que actuellement, si on a un match que l'on veut voir pour CM Punk, c'est face à Rollins, forcément. Quoi de mieux que de mêler la vie réelle à une storyline comme celle-là. Enfin, imaginez les batailles rien que verbales des deux au micro à Raw chaque semaine. Enfin, on va commencer par ça. Que pensez-vous d'un affrontement entre CM Punk et Seth Rollins? Jacques. Alors, bon, oui, je ferai pour. Mais dans ce cas-là, mon scénario, ça serait que dans les derniers du Rumble, les deux derniers, c'est Cody et Punk. Comme ça, tu joues vraiment la surprise. Genre, les deux, ils ont justement un truc à accomplir à Mania. Et qui va avoir la chance d'avoir gagné le Rumble et de défier le champion de son choix. Et je veux absolument voir un Cody contre Punk. Ce serait vraiment... Déjà, la pop, elle serait vraiment incroyable.
t'as les fans, ils seront divisés. Cody, tu sais qu'il peut choisir Roman Reigns logiquement, mais il peut aussi partir sur Punk, champion poids lourd, parce qu'on sait comment sont les deux. Punk, c'est pareil. Tu dis, s'il gagne, est-ce qu'il va partir sur Rollins qui a craché sur lui, ou va partir sur Roman Reigns à Mania pour le titre mondial. Franchement, tu peux créer vraiment 2 scénarios différents avec 2 gars à la fin du Rumble. Et j'espère qu'on aura un face-à-face comme ça, Cody Rhodes, Punk à la fin du Rumble. Si c'est ça, j'adore. Et j'adorerais l'idée. Et après, pour répondre à la question de base, donc Punk à Rollins, oui, clairement, ils ont déjà travaillé le dossier, la WWE. On a les réactions de Rollins à la fin du show. C'est cousu humain, comme disait Hugo. Franchement, tout est lié. Franchement, ils ont déjà les archives. Ils balancent ça, ils remettent ça sur le tapis. Un Punk Rollins, ça va vendre quoi. Quoi qu'il arrive, ça va vendre. Les deux sont bons micros. Les fans vont suivre. En vrai, tu peux lancer le main event de Mania nuit 1 avec eux deux. C'est sûr et certain, ça va marcher. Mon scénario pour le Rumble, je valide à 2000%. J'adorerais. Et encore plus fou, c'est que ils te fassent. Les deux passent par-dessus la troisième corde, les deux sont éliminés en même temps. Oh là là, fantastique. Ouais, ça, ouais. Oh, ça y est, on s'y voit déjà au Rumble, là, on s'y voit déjà. Non, par contre, pour de vrai, cette route vers WrestleMania risque d'être incroyable. Hein. Mania 40, là, avec tout ce qui se passe, là, ça va être incroyable. Et je pense aussi, l'avantage, c'est que. Enfin, pour le coup, je pense que ça va. Si on a vraiment Punk Rollins et Reigns de Cody Rhodes, je pense que. Je me mouille pas en disant que ça va être le premier WrestleMania où on aura vraiment 2 top main event, que ce soit dans la nuit 1 comme dans la nuit 2. C'est-à-dire que cette année, c'était voilà, on a passé de très bons moments, il y avait énormément de hype, mais c'était pas comparable. Cody Rhodes, Roman Reigns, c'est quand même une échelle au-dessus. WrestleMania 38, on n'en parle pas. Et 37, je crois qu'il n'y avait pas de nuit, je crois, enfin si, mais c'était sous la flotte. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait au 37. C'était sous la flotte. Je crois que ça Il y avait Sacha contre Bianca. Sacha Bianca et puis Edge, Roman Reigns, Ryan. Roman Reigns. Ouais, c'est vrai. Et je pense que là, ça va être vraiment le premier Mania où on va avoir 2 top main events. Et ouais, clairement, c'est le Rollins Punk, mais je vends, c'est ce que j'ai mis sur Twitter, mais la haine qu'il y a entre les deux qui va se ressentir sur le ring, sur le micro. Ça va être un truc de zinzin, cette affaire. Puis ça marche bien quand ils mélangent le vrai et du faux. On se rappelle, Jeff Hardy, CM Punk, il y avait du vrai. Ils ont fait une storyline incroyable. Donc si jamais ils refont pareil avec une storyline avec le mélange de tout vrai, ce serait vraiment, voilà, on sait que ça va être de quali quoi. Quand il y a vraiment une partie de vrai dans l'histoire, bah tu sais pas où est la limite, où est la frontière entre le réel et le fictif du catch. Et du coup tu te prends au jeu et tu te dis putain, vas-y, c'est ouf ce qu'ils font, est-ce que c'est vrai ou pas? Tu te poses des questions et tu kiffes le moment quoi. C'est le catch. Visiblement, il y aurait un autre moment qui serait, un autre match qui serait envisagé, qui n'est pas encore bouclé, mais qui est actuellement discuté en coulisses et qui pourrait se faire, visiblement, d'après certains officiels. Ce serait un match entre CM Punk et Stone Cold Steve Austin. Alors, j'aurais bien aimé avoir vos avis à tous les deux sur ce possible match. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous faire envie, Hugo? Dans l'immédiat, oui, parce que forcément, voilà, tu ramènes Stone Cold, t'as CM Punk, ça peut être sympa. Moi, ça me fait penser au segment qu'on avait eu en backstage quand CM Punk était encore côté Nexus. Il me semble que c'était Stone Cold et Stephanie McMahon, je crois, qui lui dit tu veux une bière, et puis que t'as Punk qui arrive avec son t-shirt. Bref, je crois qu'il y a un bail comme ça. Oui. Il me semble que c'était ça. Et Mais bon, ça peut faire envie, mais avec ce qui se peaufine pour la route vers Mania, ouais, pas tout de suite, tu vois, à la rigueur, tu gardes ça peut-être pour, je sais pas, pour SummerSlam, des choses comme ça. Mais là, tout de suite, maintenant, pour le coup, oui, ça fait envie, mais c'est pas ce que je vais prioriser, de mon côté, par exemple. Jack? Bah, là, je regarde juste, c'est s'il y a des dates de prévues au Texas. Je me dis, si jamais il y a une date au Texas. Ouais, je me dis, si jamais il y a une date au Texas, voilà, on sait jamais s'il passe par là. Ce serait avec Stone Cold, quoi. Mais bon, à mon, j'en vois pas. Mais bon, pourquoi pas un Stone Cold Steve Austin CM Punk, ça serait cool à voir. Mais vraiment, autant le faire sur un Crown Jewel, un truc comme ça, dans ce cas-là. Franchement, autant le placer ça sur un Crown Jewel ou un truc en Arabie Saoudite, où là, ça dérange pas tant que ça et ça gâche pas non plus l'occasion. Je trouve que, ça serait entre. Bah, tu me dis, entre Mania,
Si tu me dis entre Mania, si on te dit un Mania ou un Crown Jewel, qu'est-ce que tu préfères avoir? Mania. Bah. Un Rollins Punk ou un Stone Cold Ah, mais Punk? après, ça peut être l'année prochaine, c'est bon, on n'est pas à un an près. Oui, mais Stone Cold, je pense qu'il est un an près. Oui, c'est vrai. Il est con. J'ai maintenant une dernière question et on va conclure là-dessus avant de passer au main event de ce podcast, à savoir la Wrestle Fact de Jacques qui va encore cette fois être exceptionnelle, j'en suis persuadé. L'avenir à court terme pour CM Punk, parce que là on a parlé du Rumble, on a parlé de Mania, mais mine de rien tout ça c'est quand même dans 2 mois pour le Rumble. Que maintenant qu'il a fait son retour, maintenant qu'il a fait une promo à Raw cette semaine, quelle suite pour CM Punk? Ne serait-ce que la semaine prochaine par exemple, qu'est-ce qu'il va nous proposer, avec qui il va entrer en rivalité, parce que je pense qu'il va démarrer un premier programme dès la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des idées? Non. C'est là où franchement c'est l'inconnu total. Hein. Là, c'est Euh, par où ils vont commencer. Hein. Moi, je mise, comme dirait Marcus dans le chat, moi, je vois bien Dominique. Dominique, déjà par rapport au Wargame, Dominique avait réagi dans la cage à ce moment-là au retour de Punk. On se rappelle aussi tous, je pense, de la rivalité de Rey Mysterio contre CM Punk en 2010, avec Dominique qui était au milieu. Voilà. On sent que Dominique, en ce moment, il affronte quand même pas mal. Il affronte pas mal de légendes. Il a quand même eu la chance d'affronter Edge à plusieurs reprises. Là, il a eu quand même l'occasion d'affronter Orton pour son match de retour. On sent que la WWE, ils mettent en valeur et ils veulent vraiment faire plaisir à Dominique. Et je pense que voilà, une petite rivalité contre Dominique, ce serait pas mal. Si un Punk Dominique, ce serait cool à voir. En attendant, bien sûr. En attendant le Rumble, oui. Hugo, t'es d'accord avec ça du coup? Ouais, Dominique, je trouve ça pas mal. Ça peut être une bonne idée. Et t'aurais le top face, enfin, entre guillemets, contre le top Ouais. heel. Donc, ouais, ça peut être quelque chose de pas mal. Et comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup ce que fait Dominique. Donc, je pense que ça peut être vraiment quelque chose de fort sympathique. Et ça l'occuperait, parce que je pense que là, à NXT Deadline, il va perdre son titre, très clairement. Donc, je pense que ça l'occuperait pareil dans le main roster. Et bon, encore une fois, ça l'emmènerait avec Rhea Ripley. Et il pourrait jouer sur cette fameuse vidéo qui tourne. Après, je pense aussi que ce serait bien de ne pas le mettre non plus face à un top face, sachant que là, sa situation, c'est un peu borderline. On ne sait pas trop comment les fans réagissent. Je sais, voilà, comme disait Hugo, les fans AEW et WWE, c'est pas non plus les mêmes, mais t'en as quand même. Et j'ai peur quand même que tu mets un Punk contre un Styles ou un G-Styles par exemple, ou un mec super over, bah, que les fans justement se détournent de Punk et que ça nuise un peu à. Voilà, on sait très bien comment. Batista, on se rappelle plus de Batista qui est revenu en face. Le public, il l'a quand même mal reçu, mal accueilli, ça a bouleversé quand même tous les plans derrière pour Mania, etc. Donc je pense qu'ils vont essayer de pas faire non plus les cons avec Punk. Ils vont pas non plus le mettre face au mec le plus over actuellement, par exemple un Cody Rhodes Punk. Ah bah. Là, c'est mort, quoi. Je veux dire, pour Punk, ça va être compliqué d'avoir les fans de nouveau dans sa poche, quoi. Donc c'est pour moi c'est important de mettre vraiment un mec comme par exemple Dominique, qui lui, bah, il a pas de souci pour se faire huer. Tu mets face à Dominique, ce serait bien que les fans vont vraiment soutenir Punk, huer Dominique, et le programme ira, quoi. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Je suis assez d'accord. Eh bien, écoutez, merci à vous. Oui, Hugo, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Non, juste la photo, on se demandait justement à Raw, après Mania, à Bashin Bernin, etc., à quoi ressemblerait la reine. Au final, je pense qu'on l'a là. Hein. Vu la disposition des tickets en vente et ce on s'est fait proposer au Survivor Series, je pense qu'on doit s'attendre à ce que les prochains pay-per-view, on ait ce type d'entrée de Titantron. Peut-être, effectivement. Ça pourrait ressembler à ça. Voilà, c'était tout. On va donc passer à la dernière partie de ce podcast. Merci à tous d'avoir suivi cette partie actu sur CM Punk. Merci d'avoir réagi nombreux sur le chat, Blanca, Marcus, etc. Merci à Fabiche également qui nous quitte et qui va dormir. On passe désormais à la chronique de Jacques. C'est parti pour la Wrestle Fact. 30 novembre 1987. Ah oui, ça remonte.
c'est donc l'anniversaire de je vous laisse deviner. Jimmy. Jimmy. Perdu. Naomi. Mauvaise pioche. Bon. Franchement, demain, jouez pas à l'ormillon, les gars. Je vous dis ça. Alors, et Marcus l'a eu tout de suite. Hein. Je sais pas si c'est par rapport à la question, mais en tout cas, il l'avait trouvé, Naomi. Donc, je sais pas si c'est par rapport à la photo ou à son anniversaire, mais oui. Donc, c'est Naomi. Donc, bon anniversaire à Naomi, qui fête son anniversaire. C'est pas la seule. Il y en a un autre. Oh, Captain Charisma. C'est ça, Christian Cage, qui lui aussi fête du coup son anniversaire en ce jour. Et on va aussi parler du 30 novembre 2010, où là, Caitlyn, pour les anciens qui se rappellent, est déclarée gagnante de la saison 3 de NXT. Ah oui, je crois que c'était son anniversaire en 2010, ça m'a fait peur. Ah non, quand même pas très, très jeune. C'est vrai Caitlyn qui avait remporté une saison NXT. Bah, tu vois, ça j'avais oublié, tu vois. Caitlyn qui était pas si dégueu que ça hein, dans un ring. Hein. C'était pas si dégueu. Hein. Ouais, franchement, je la trouvais super intéressante. Ça. C'était un peu la Beth Phoenix pour 1.2, quoi. Caitlyn contre AJ Lee, ça donnait des bons matchs. Hein. Oui, c'est vrai. Caitlyn, on est d'accord que c'est la même qui aujourd'hui. T'as celles comme Shotzi qui vendent leur caca et puis elles vont ses photos, quoi. C'est elle. Alors ça. Elle vend des trucs, lui. Ouais, elle vend des trucs, ouais, je crois. Elle vend des trucs. Je sais pas quoi, mais elle vend. Beaucoup de retours. Effectivement, ce soir, on va parler beaucoup de retours. Enfin, on va parler de retours, bien sûr, hein, parce qu'il fallait marquer le moment. Donc, du coup, on va parler de facts concernant un des catcheurs. Et on va parler de là tout de suite de CM Punk. Donc, CM Punk et Darby Allin. Donc, que partagent ces deux catcheurs, à votre avis? Dans le chat, hein, je vous laisse répondre. Ils ont un point commun. Les deux catcheurs ont un point commun. Ils se partagent la même chose. Des tatouages. Oui. Mais quoi d'autre? Ils sont straight edge. Ils boivent pas d'alcool. Oui. Ah là, vous touchez au but, hein, quasiment. Ils boivent du Pepsi? Non, franchement, vos deux réponses, vous aurez pu les mixer, vous avez la réponse. Ils ont tous les deux le tatouage Pepsi en référence au fait qu'ils boivent pas d'alcool. Non, c'est quasiment ça, mais Hugo, il avait. Vas-y, Axel, t'allais parler? Ah, ils ont un tatouage qui font référence au régime de vie straight edge. C'est ça, exactement. Je vous laisse découvrir la prochaine photo. C'est la photo, du coup, Drug Free. Ah, alors, oui. ouais, ce sont bien, du coup, leur passion pour les tatouages, mais on va être plus précis que ça. Ils ont un tatouage donc, en commun au niveau des doigts. Donc, en fait, pour la petite histoire, quand Darby Allin n'avait... Je pensais qu'il y avait une photo pour Je pensais qu'il y avait une photo pour CM Punk également. Pardon. Désolé, non. Alors, en fait, pour la petite histoire, Darby Allin, quand il avait que 5 ans, il a subi un grave accident de la route qui a coûté la vie du conducteur, donc qui était son oncle, qui lui aussi était sous influence. La mort de son oncle est l'une des raisons de pourquoi il ne se drogue pas et qu'il a adopté en fait une vie straight edge comme Punk. La particularité des personnages straight edge est de se tatouer ce slogan sur les doigts. Drug free. D'accord. Intéressant en vrai. Ouais, grave. Allez, donc on va passer à la prochaine. Je sais que Axel il voulait en parler rapidement, donc c'est l'occasion. Alors pour me justifier quand même pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on a l'impression que toutes les images que je dois présenter là, donc c'est moi qui les affiche, mais elles sont face cachée pour moi. Donc à chaque fois que je les affiche, je ne sais pas ce qui se cache derrière. Il y a que Jacques qui a accès aux images. Donc effectivement, des fois j'en affiche et c'est pas prévu. Je sais pas à quoi m'attendre lorsque je l'affiche. C'est ça qui est bien avec la chronique de Jacques aussi, c'est qu'on a des surprises. Même les chroniqueurs, on est surpris. On sait pas à quoi s'attendre. J'adore les surprises, moi. Ah, c'est cool. Pour Marcus, du coup, tu réponds donc ils sont drug free, donc oui, je sais pas si mon explication t'a apporté la réponse, mais donc c'est bien ça. Pardon. Ensuite, on va parler d'amour. Ah. On n'est pas le février, on n'est pas en février, on n'est pas le 14 février, mais
On est bientôt en décembre, et qui dit décembre dit la saison de l'amour, du chocolat chaud, des films de Noël. Et on va parler de coup de CM Punk. Le petit raccourci. Alors, on connaît Punk du coup pour être le best in the world, Ah oui. mais il est aussi doué en dehors et aussi sur le ring et en amour. Et actuellement avec Edgely, elle n'est pas la seule qui a connu le Punk Junior. On peut citer Maria Kanellis, Beth Phoenix, Lita, Nancy Dernière Conquête. C'est vrai. Hein. À droite, c'est qui? Elle me parle, la C'est nana Maria à droite. Maria. Ah ouais, putain, la vache. Ah bah ouais, ah ouais, c'est vrai que maintenant vous le dites, ouais. Donc c'est un petit rappel pour savoir, voilà, pour ceux qui ne savent pas, mais Punk, à part Edgely, il a quand même connu pas mal la division féminine. C'est si joliment présenté. Ouais. Voilà, bon allez, on va arrêter les potins. Ah oui, là, Alors, là on va entrer dans le dur, dans le mal. là aussi, c'est une conquête de CM Punk ou pas du tout? Pas du tout, malheureusement. Je pense pas que c'est son bord, mais on va parler du coup de Punk, donc qui est toujours dans l'ombre de Cena. On connaît tous la frustration de Punk donc face à la mise en avant de certaines stars comme The Rock, comme John Cena, mais cette frustration a bien débuté bien avant. Et à mon avis, cela a commencé dès Mania 22. Est-ce que pour vous, CM Punk était bien à Mania 22? Et si oui, à quel moment? Dans l'entrée du Taker, non? Non, Non. il était dans... Ah oui, j'ai la réponse, je crois. Il conduisait la voiture de l'entrée de John Cena. Et là, pour ma défense, là, c'est pas Mania 22, c'est Mania 23, là. Non, le 22. Le 23, c'est dans le... T'as pas les photos au-dessus. Ah, mais c'est moi qui confonds l'entrée de la voiture, c'est au 23, c'est pas au 22. Non? C'est la merde? Oui, non, Du coup, non, tu mets doute. non, le 23, c'est à Détroit, et l'entrée en voiture, c'est à Détroit, ouais, c'est sûr. Donc c'est au 23, l'entrée en voiture. Là, il rentre normal ici, je crois. Du coup, le 23. Du coup, c'est pas la bonne image, on est d'accord. J'ai la bonne réponse, mais pas au bon Mania, c'est ça? Oui, vas-y, balance, c'est pas grave. Bah, pour moi, c'est CM Punk qui était le conducteur de la voiture de laquelle sort Cena durant son entrée à WrestleMania 23. Ouais, c'est ça, c'était pas l'entrée de John Cena. On a pu apercevoir Punk, du coup, dans les gangsters. Vas-y, Axel, tu peux balancer l'image, comme ça, Oui, t'auras ça va être plus clair. la réponse. Ah, c'est pas 22, celle-là. hein. Hop. Tu sais, c'est WrestleMania 22. Non, tu mélanges. Ah Tu oui, mélanges oui, avec c'est pas la même voiture. Ouais, tu mélanges avec la voiture de course. La voiture de course où il brise la vitre, ouais. Je mélange les deux, autant pour moi. Donc non, tu avais raison, Jacques, c'est bien le 22. Non, désolé, hein, du coup, tu m'as perturbé. Donc, du coup, même moi, tu vois, je suis pas un crétin fini qui va dire oui à tout. Moi, je comprends, je dis bah oui, pourquoi, oui, peut-être. Tu vois, je suis ouvert à la discussion. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais autant pour moi, je suis vraiment désolé. Pour le coup. Mais voilà, donc oui, c'était au 22, comme voilà, Marcus y répond. Donc, c'est en mode Chicago, gangster de From Chicago. Donc, qui était là durant l'entrée de Cena. Il n'avait pas le spotlight sur lui, mais il était présent. On va passer du coup à la suite. On va rester sur Punk toujours. Hein. Je sais que là en ce moment c'est le phénomène. Ah, tu crois que c'est d'actu en ce moment, Punk? Un petit peu apparemment. T'en parles un peu, ouais. de lui là. Ouais. On parle plus d'Orton, mais bon, là je parle de Punk. Alors, savez-vous que le deuxième règne de CM Punk en tant que champion WWE a été plus long que les 8 règnes de The Rock réunis? Et donc le deuxième, c'est le 434 ou pas? Bonne question. J'ai vu le chiffre, mais je l'ai pas noté. Mais à mon avis, oui, parce que c'est quand même duré son dernier règne en tant que champion WWE, il a quand même duré sacrément longtemps, quoi. Ouais, je Donc, pense je que vois c'est pas d'autres celui-là. règnes. Je pense que c'est le deuxième. Hein. Le premier était pas très long. Je pense que c'est celui-là le deuxième, ouais. Donc il a battu en termes de longévité le cumul de The Rock en tant que champion. Bel fact. Bon, après, merci. Et là, on va toujours on va toujours rester sur Punk. Hein. Je sais que vous l'aimez bien. Vous vous rappelez de cette image-là? À peine. Oh oui.
Oui, Rumble 2008. Merci. Voilà. On se rappelle tous parce que surtout Victor qui a des lunettes là, qui touche John Cena pour la première fois. C'était un moment incroyable pour lui. Victor. Bah, je voulais le faire participer. Écoute, il était pas là ce soir. Au moins, on le voit. Donc du coup, oui, c'était John Cena. C'était lors de son retour surprise au Rumble 2008. Son retour s'est conclu avec une victoire pour ce dernier. Mais les plans de base, pour ceux qui ne le savent pas, c'était une victoire de CM Punk. La raison, c'était Punk devait remporter le Rumble, mais le retour rapide, donc précipité de John Cena, a fait bouleverser les plans. Ah ouais, c'est énorme ça. Ouais. Il a pas fait non plus une année incroyable, mais il y avait des plans voilà pour que CM Punk l'emporte et qu'il ait un match de championnat à Mania. Donc avec l'image suivante, je vous la propose pour ceux qui l'ont pas vu. Qui n'étaient pas là à ce moment-là, bien sûr, à Mania 24, CM Punk a eu quand même son moment de gloire avec le Money in the Bank. Mine de rien, il a quand même eu une ascension assez fulgurante, hein, parce que tu l'as dit, il a fait 2007, c'est le titre ECW pour CM Punk, où il a eu un bon règne, il a eu des bons matchs, il a eu des matchs en pay-per-view d'ailleurs, où il avait par contre clairement la foule derrière lui, je pense que ça l'a beaucoup aidé, mais sinon à part ça, il avait pas fait grand chose dans le roster principal, entre guillemets, quoi. Et c'est vrai que si tu dis qu'il était déjà dans les plans pour remporter le Rumble, je trouve ça ouf, quoi. Début 2008. Mais même déjà remporter le Money in the Bank. C'est aussi incroyable. Ouais. Et il remporte le titre mondial quelques semaines après cette victoire-là. Hein. Donc ça a été vraiment ultra rapide pour lui. Ouais, ils y croyaient. Hein. Je pense que déjà là, ils y croyaient fort. Ouais. Il fait son cash-in sur qui? Edge. Sur Edge ou Batista? Non, mais Edge. Edge, ouais. C'était Batista qui avait attaqué Edge, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Ah, mais oui, il rentre avec l'arbitre. Ouais, ok, je vois. C'était incroyable d'ailleurs. Rappelez-vous, c'était au moment où il y avait Night of Champions qui était le pay-per-view qui allait séparer les rosters juste avant la draft. Enfin, c'était dans le pay-per-view suivant la draft et c'était donc la dernière possibilité pour Raw de conserver un titre mondial. Et durant ce pay-per-view, tous les titres mondiaux sont allés du côté de SmackDown et donc on était en mode ah mais il y a plus de titres mondiaux à Raw quoi, truc de ouf. Et donc on avait eu le lendemain de Night of Champions Edge qui était venu pavoiser à Raw en mode je suis le champion, je me barre à SmackDown avec le titre. Et c'est à ce moment-là où ils ont fait cacher CM Punk pour battre Edge et pour garder finalement un titre mondial à Raw. Et j'ai trouvé que l'histoire était super bien faite parce que je me rappelle que perso à l'époque, j'étais complètement tombé dans le panneau, je me suis dit putain on a plus de titre à Raw là, comment on va faire quoi. C'est un truc de ouf. Ah, le montant ça. C'était le montant. Hein. Bon allez, toute dernière. Une question. On aime bien ça. Ah vous aimez bien. Alors, le premier theme song. Pardon? Cette musique. This fire burns. Oh. Ouais, je m'arrête, mais elle est là. Tu l'as? Donc du coup j'espère que tu l'as en tête parce que là la question elle concerne cette musique là. Ouais, le premier theme song du coup. Ah tu l'as? Bon écoute tu laisseras Hugo répondre à Hugo avant. Et dans le chat. Alors, le premier theme song de CM Punk ne lui était pas destiné. Mais pour qui? Ah, je l'ai pas alors. Je pensais pas que ça allait être ça la question. Non plus. Parce que ce theme song a été utilisé en thème de pay-per-view avant. Ça a été le thème d'un pay-per-view, ça déjà. Ça, je me l'apprends. Quel show? Je crois que c'est un show de 2006. J'aurais dit un No Mercy ou un truc comme ça. Ça, cette musique, elle est dans mes playlists. Hein. C'est-à-dire que quand je lance ma playlist WWE, bon, il y a Cult of Personality, mais il y a This Fire Burn. Bon, je m'enjaille sur cette musique. Et je sais pas, j'aurais dit Ted DiBiase, non? Judgment Day 2006, pardon. Dans le chat, ils l'ont, donc je vous laisse pas regarder, mais ils l'ont déjà. Bon, mais j'ai regardé perso, donc je vais rien dire. Pareil, je sais pas, Ted DiBiase, Cody Rhodes, des gars comme ça, non? Il t'en manque un. Ah bah, Orton alors. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, donc c'est passé du coup, 2006 était une bonne année parce que c'était le 3 mars 2006.
Randy Orton a utilisé le theme song du coup de CM Punk pour une seule nuit. Ah Et oui. l'extrait, si vous voulez la voir, elle est sur YouTube. Vous allez voir du coup sur YouTube, t'as Randy Orton qui rentre avec la musique de CM Punk. Et à l'époque, c'était du coup En live la event, musique alors. d'Orton. Non, en show télévisé. Mais non. Vas-y, je te laisse, vas-y, je t'invite à la diffuser si tu veux. Bah non, on va pas le faire non. parce que pour le coup, on va mettre la rediff de ce podcast sur YouTube. On va essayer de reprendre les rediffs. Et là, pour le coup, ça, je sais que ça va pas passer. Donc, je vous invite à aller le voir hein, maintenant que vous le savez, pour ceux qui nous écoutent encore. Donc, en vrai, ça doit être hyper perturbant de voir Orton rentrer sur cette musique. On le voit tellement pas rentrer sur cette musique. Trop bizarre. Bah, Ouais, et c'est à ce moment-là qu'il a eu Burn in the Light, non, après? Ouais, juste après, ouais, il a eu cette musique qui est dans le même style, assez, mais voilà, assez métal, Incroyable. mais c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un montage. Mais non, c'est pas un montage, tu sens vraiment que ça vient vraiment de l'époque, et tu dis, ouais, quand même, c'est. Et donc cette musique qui a donc également été utilisée pour le pay-per-view Judgment Day 2006. Hein. Donc je pense qu'ils ont eu, ils ont dû la payer méga cher cette musique en 2006. Ils se sont dit il faut qu'on l'amortisse un max. On la met là où on peut. Hein. Ils ont même hésité pour en faire le theme song de SmackDown ou de Raw, je pense, pour le mettre toutes les semaines. C'est un peu ça, voilà. Donc c'est pour ça, voilà. Donc on finit du coup avec cette news qui est en rapport avec les deux retours. Donc j'ai trouvé ça bien. Elle est à boucle et bouclée. Ça, c'est beau, Jacques. Et bah ouais, merci encore Jacques pour ta Wrestle Fight. Et c'est ça qu'on adore avec ta rubrique, c'est qu'on en apprend vraiment toutes les semaines. Hein. Encore cette semaine, on a été bien gâtés. Et c'est toujours plus fort que Big Case, hein, comme disait Marcus. Effectivement. Et ben on va finir sur ces belles paroles, hein, sur Big Cass. Je pense que c'est une belle manière de conclure ce podcast cette semaine. Merci Jacques, merci Hugo d'avoir partagé avec moi ces bons moments pour ce retour de CM Punk. Hein. Mine de rien, c'est quelque chose d'assez historique, donc je suis heureux de l'avoir partagé avec vous ce soir. Heureux de l'avoir partagé également avec vous sur le chat, Marcus qui est encore avec nous. Et tous les autres qui ont réagi tout au long de la soirée, merci à vous les gars, ça fait plaisir de vous avoir avec nous chaque semaine, vous êtes très fidèles. On se retrouve la semaine prochaine pour le podcast. Je vous annonce, hein, il y a du changement qui est en cours, on va revoir tout le design du podcast, on va revoir également le contenu, enfin voilà, je suis en train de travailler tout ça, en même temps que je réalise les travaux de ma future maison, le nouveau studio, etc. Donc il y a énormément de choses qui sont en préparation, du changement à venir, donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette fin d'année, début 2024, où voilà, de belles choses vont arriver. Merci encore Jacques. Hugo, un mot de la fin peut-être ? Pensez à Victor, à Flavien, Louis qui sont pas là, donc pensez à eux. Et bah c'est parti, dans un mois on est en janvier, qui dit janvier dit Rumble, donc c'est parti. Hugo ? Ouais, bah, bisous à tous les copains. Et puis, et puis ouais, ça va arriver vite à 2024. Puis tu peux dire bisous à Fabiche aussi. Hein. Ah non, c'est mort. Et ben merci à tous les amis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude jeudi 21h sur Kick, WWE Fan France pour le podcast. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, ciao, bye bye tout le monde.